Salut tout le monde, Ben Milo, bienvenue au Gasoline Podcast. Cette semaine, on reçoit Renaud Lavoie, l'informateur du hockey du Canadien de Montréal. Et on a fait les choses en grand. Là. On lui a déroulé le tapis rouge dans le Colisée Vidéotron de Trois-Rivières, la maison des Lions de Trois-Rivières. Donc, on était un petit peu thématique de ce côté-là. Donc, on a eu bien du fun avec Renaud parce que c'est un amateur de moto. C'est un tripeux de moto, Renaud. C'est une de ses passions. Donc, évidemment, on parle de moto avec lui. On parle du Canadien de Montréal. On n'a pas le choix. Et on parle aussi du possible retour des Nordiques de Québec. Donc, on a eu bien du fun avec lui. Il ne faut pas oublier aussi l'histoire où il a été arrêté par la GRC quand il s'en allait rencontrer Mario Lemieux. Complètement malade. Vous allez triper dans ce podcast-là. Vous allez voir, ça a été ma découverte cette année. Donc, je vous laisse avec ça. Faut pas que j'oublie les partenaires. Bernier Crépeau, concessionnaire Dodge Jeep à Trois-Rivières. Si vous avez besoin d'un nouveau véhicule, Bernier Crépeau, appelez-le, dites-leur que vous êtes chum avec Ben Milo. Là. Ils vont peut-être vous faire un petit quelque chose. J'en suis convaincu. Mais non, sérieusement, merci à la gang de Bernier Crépeau. Et aussi, un gros merci à motosport.tv. Excellente émission sur le sport motorisé que j'ai le plaisir d'animer. Et sur ce, bon épisode. Hey les boys, c'est déjà commencé podcast avec un gros invité cette semaine. François? C'est moi le gros? Mais non, mais je parlais en termes... 170 livres, c'est pas si pire. Non. En termes d'exposure, de visibilité, de crédibilité. Ah, Et là, je parle de Renaud Lavoie. 177 livres. Yes. Ben écoute, merci. J'espère que ça va baisser. Merci d'être là, Merci, Ben. Renaud. Ben cool. Écoute, J'ai une question quand même. C'est moi qui pose la première. vas-y fort. Qu'est-ce que tu fais avec un chandail des Flames? Écoute. Ça fait 3 fois que tu demandes. Ouais. C'est comme... J'ai comme l'impression que je ne suis pas la bienvenue présentement. On est dans la maison des Lions de Ben oui, Trois-Rivières. toi. Pour ceux qui se posent la question. Et le gilet des Flames, et c'est drôle parce que ma blonde, Andréane, que tu connais, Oui. elle m'a dit pourquoi tu vas pas avec un gilet des Canadiens de Montréal? Tu sais, j'en ai un, blablabla. J'ai dit, chérie, parce que ce gilet-là a une histoire. Oh. Et j'ai fait, en 2007, j'ai fait une compétition à Calgary. Red Bull m'invite là-bas. Grosse compétition Stampede, ça s'appelait le Red Bull X-Fighters. Et Red Bull, ils prennent vraiment soin de leurs invités, de leurs athlètes, puis tout ça. Puis à tel point qu'il avait invité Dion Phaneuf à venir voir la compétition, qui jouait à l'époque pour les Flames. Je suis vraiment content que tu n'aies pas dit 2007. les Maple Leafs, tu m'as dit ça. non. Sinon, on parle de 2009. Puis il était venu, il était arrivé, et puis il avait préparé des casques aux couleurs de Red Bull de Calgary qu'il avait donné à tout le monde quand même, un casque de moto et un jersey signé de Dion Phaneuf qui m'avait remis avec customisé. Oh! Mr. Milo. Voilà, 2009. Parfait. C'est parfait. T'es quand même arrière. un big tout aussi. Là. C'est parfait. Fait que voilà, fait que Renaud, c'est mon anecdote hockey. C'est le plus près que j'ai été des vedettes de hockey de ma vie de la Ligue nationale. Cool. Mais toi, faut te le donner. Écoute, j'ai fait mes recherches. Et tu as mentionné que tu étais parti à peu près 25 semaines par année, quelque chose comme ça, Ben, avec ton horaire? la saison dernière qui s'est terminée, là, ça a été une saison qui a été où j'ai été passé beaucoup de temps sur la route. Puis c'est très rare que ça arrive comme ça, mais là c'est quand même incroyable. Je pense que ça bat des records personnels. Là. Mais du 1er janvier au 1er juillet, j'ai passé 58 % de mes nuits dans une chambre d'hôtel. Wow. J'ai dormi 58 % du temps donc dans une chambre d'hôtel. C'est énorme. Puis c'est pas la faute de personnes autres que les séries éliminatoires. Étrangement, j'ai de la difficulté à comprendre comment ça se peut que ça a été aussi long puis que j'ai pas été capable de revenir vraiment à la maison. Je suis revenu juste 6 jours au total dans les 4 rondes. Durant les playoffs au complet? Oui. Puis entre la fin de la finale puis le repêchage, j'ai pas pu retourner à la maison non plus parce que le repêchage commençait 2 jours plus tard à partir de Fort Lauderdale pour aller à Vegas. Puis ça fait en sorte que le compteur continue, tu comprends? Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Il faut vraiment que les circonstances fassent en sorte que tu n'as jamais de pause. Puis c'est extrêmement rare quand même que ça arrive. Ça veut dire que tu es affecté à tous les événements, excuse-moi, Ouais. tous les événements qui arrivent. Donc, tu dois aller chercher de l'information à chacune de ces places-là. Tu ne peux pas déléguer personne d'autre. Non. C'est toi l'informateur, c'est toi le gars qui est connu. Là. Ben, de toute manière ou d'une autre, c'est la vie que tu choisis. Comme vous avez choisi vos carrières.
Puis tu décides donc d'y aller à fond. Tu y vas pas dans ma job. Il faut que tu aimes voyager, il faut que tu aimes le hockey, puis il faut que tu aimes ton travail. S'il y en a un des trois que tu veux plus faire ou que tu n'aimes pas, c'est terminé. Change la façon de faire ton métier. Mais moi, si tu me dis, Renaud, je vais te faire 4 rondes de hockey, tu vas te faire la finale de la Coupe Stanley, tu vas aller au repêchage. Je veux dire, où c'est qu'on signe? Tu comprends? C'est même pas une question d'argent, c'est une question de passion, c'est une question de rencontrer tous les gens dans l'industrie, des joueurs différents. C'est un bonheur, moi, de rencontrer des joueurs des autres équipes, puis de leur faire un câlin, puis de leur dire « je suis content qu'est-ce qui t'arrive ». Mais parce que toi, tu as accès à tous ces événements-là. Tu t'en vas là, tu as le full patch, dans le fond. Tu te rentres dans la chambre, tu fais... Peu importe, tu arrives Montréal, TVA Sport, peu importe, on est là. On est là, puis les gens nous connaissent, puis tu sais, quand ça fait tellement longtemps que tu fais ça aussi, les gens te respectent. L'important dans n'importe quel milieu, n'importe quel métier, c'est le respect. Quand tu sens le respect des autres envers toi, puis que toi, tu respectes les autres aussi, je vais te dire de quoi, là? Ouais. Le chemin va s'ouvrir assez vite. Mais tu sais, ça me rappelle la question que je te disais, je voulais poser à Renaud. Moi, j'ai joué au hockey, ça fait des années, j'écoute le hockey. Dis-les, c'est le temps, là. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est, tu sais, toi, moi, j'ai peut-être connu aussi un peu Yvon Penneau. Tu sais, vous étiez les informateurs du hockey. Les informateurs, vous déclarez de même. Tu sais, vous êtes les gens qui full access. Quand tu dis que tu as l'information, tu as le scoop, tout ça, t'es-tu comme Moinan avec Steve Yzerman puis avec Luc Robitaille? T'as-tu le numéro personnel pour appeler, pour avoir ces gens-là? Genre? Ou c'est comme, faut que tu passes par le relationniste de presse? Non, tout le monde? Non, mais... Non. Parce que c'est des scoops, ils viennent d'en haut, là, je veux dire, c'est pas... C'est ça. Passe pas par le relationniste parce que lui, il va aller voir son boss, puis ça m'est déjà arrivé une couple de fois, là, mais ça, c'est une petite erreur à ne pas faire, si tu veux. On leur parle pas, eux autres. Écoutez ça. Non, on leur parle, mais quand tu as un scoop, tu ne passes pas par eux autres. Non. Pas parce qu'ils sont pas fins, mais c'est parce qu'eux autres aussi, ils ont des patrons, puis tout ça, puis ça peut compliquer les choses. Puis c'est pas je lance pas la pierre aux gens qui font ce métier-là. Ils sont tous excellents. Puis c'est juste que quand tu as une information privilégiée, eux autres, ils ne t'en donneront pas. Puis c'est rare qu'ils vont essayer de te confirmer. Des fois, oui, c'est sur des détails. Des fois, je peux aller voir Chantal sur des détails. Chantal Maccabé, qui est maintenant avec les Canadiens. Puis oui, elle va m'aider toujours à 100%. Mais je parle peut-être d'un relation. Montréal. Oui, mais c'est ça. Je disais, mais à Détroit, à Tampa, New York, à des choses comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, tu dois soit passer directement par le directeur général, soit le directeur général, l'agent, le joueur. C'est des gens à qui tu parles. Ils vont te répondre, puis ils vont dire oui. Puis il y a des fois, ils vont dire, écoute, tu me rendrais-tu un service? Parle pas de ça. Ou s'il vous plaît, attends encore quelques jours avant de le mentionner. Ou peux-tu le mentionner d'une autre manière pour pas que ça paraisse que tu m'as parlé à moi? Donc, c'est comme ça que tu sors tes informations le plus souvent qu'autrement. Il y en a des fois qui sont directs. Je veux que tu sortes ça comme ça. Tu peux le dire comme tu veux, ça me dérange pas. Soit qu'ils sont fâchés ou très de bonne humeur. Ramasse l'équipe, là, ça va faire du bien. Là, c'est ça. Mais ou sinon, non, les gens, d'une manière ou d'une autre, il faut que tu respectes les gens. Il faut que tu mettes des balises avec tes contacts. Parce que des fois, tu peux leur parler pendant 10-15 minutes à la bonne franquette. Mais si tu veux sortir quelque chose, il faut quand même que tu dises à la personne à qui tu parles, ça, est-ce que je peux le dire? Sors-le pas sans que tu aies... C'est un peu ça ma question aussi. Tu es en plein souper la veille d'un match avec des membres de l'équipe, puis parle, jase. Petite consommation, des fois, les langues se délient un petit peu. Est-ce que justement, des fois, tu te poses la question, hey, j'ai eu cette discussion-là hier avec la personne, est-ce que je peux le dire, est-ce que je peux pas le dire? Non, moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours texter la personne ou l'appeler. Ou dans notre conversation, lui dire ça, est-ce que je peux dire ça? OK. Tu sais, puis je pense que... Tu vas être upfront avec la personne avant de sortir la nouvelle ou peu importe. Parce que si tu ne le fais pas, puis tu décides de la sortir, je peux te garantir que ça va te revenir assez vite, comme un boomerang. Oui, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, la dernière chose que tu veux, c'est que les gens qui te font confiance, qui commencent à te craindre, tu comprends? C'est la dernière chose que tu veux. C'est un petit monde pareil. C'est un petit monde. Puis c'est sûr que des fois, tu vas avoir des informations, puis c'est quelqu'un d'autre qui le sort. Toi, on t'a dit, n'en parle pas, mettons. Puis là, t'es là, tabarouette. J'en ai pas parlé, puis c'est l'autre qui le sort. Puis là, ben... Ouch. Mais en même temps... Mais tu peux le rappeler pour dire pourquoi. Oui, des fois, ça arrive. Des fois, je peux le texter en disant... Je peux texter n'importe qui en disant, hey, pourquoi que lui a sorti ça? Puis pourquoi tu me l'as dit, puis je pouvais pas le sortir, puis lui, il sort? Ça c'est une relation d'une manière. Oui. Mais
Mais d'une manière ou d'une autre, quand tu as des informations, peu importe les gens qui font mon métier, ils ont tous des informations qui parfois ne peuvent pas sortir, puis c'est quelqu'un d'autre qui sort. Je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Mais il faut toujours que tu regardes ta carrière en disant, c'est pas un sprint. Que tu gagnes le 100 mètres, tout de suite, ça change quoi si tu n'as plus de carrière après ce 100 mètres-là? C'est vrai. C'est un immense marathon. C'est le marathon de la vie que tu essaies évidemment d'être toujours celui qui est en avant ou un de ceux qui est en avant. T'sais, avec l'ère des médias qu'on a aujourd'hui, là, les scoops, ça doit être plus dur à aller chercher. Le mot scoop, et je trouve qu'il fait plus 1980 que 2025. C'était une de mes questions, justement, le rapport à ça, c'était la relation avec les joueurs, puis bon, l'accès à ces contacts-là versus les années 90, par exemple, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, puis le web. C'est complètement différent. Moi, je me rappelle, tu sais... Quand j'ai commencé dans l'Outaouais, à Hull, c'est moi qui avais sorti le scoop que Jacques Martin était nommé entraîneur-chef des sénateurs d'Ottawa, tu sais. Bien, par un concours de circonstances aussi. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de Twitter. Donc, j'ai été capable dans ce temps-là, je travaillais à la radio de Radio-Canada. Il y avait une émission, je ne sais pas si c'était à tous les soirs, mais qui était tard le soir de hockey. Puis j'avais sorti ça là-dessus. Ou encore, un samedi matin, je me présente au centre municipal à Ottawa. Alexis Yashin faisait une grève. Pouf, kické sur la glace à 9 h le matin quand j'arrive. Alexis Yashin. Mais là, tu appelles à ta station de radio. Je peux vous confirmer qu'Alexis Yashin est maintenant de retour avec les sénateurs d'Ottawa. Il patine présentement. Je l'ai devant moi. Mais dans ce temps-là, il n'y a pas de Twitter. Ouais. Tu as le scoop, mais je veux dire... Fallait que tu ailles en ondes. Fallait que tu ailles en ondes de le dire. Tu comprends? Tu ne peux pas juste l'écrire. Maintenant... Tout le monde est rendu journaliste. Ben oui, c'est ça. Exact. Tu peux pas appeler Linda Hébert et dire « Arrête la presse! » à la façon... C'est ça. C'est quand même... C'est très différent. Mais aujourd'hui, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, la fameuse phrase, il faut que tu t'adaptes ou tu meurs. Puis, regarde, on fait. Dans n'importe quel média, exact. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a 20 ans, personne ne faisait ça, là, ce qui se passe ici aujourd'hui. Tu sais. Écoute, c'est drôle. François, on parle des réseaux sociaux, puis ça a changé un peu notre vie. Moi, en tout cas, création de contenu, comment qu'on représente nos partenaires, plus juste en compétition maintenant. Puis toi, c'est un petit peu la même affaire. Tu deviens, veux pas, un peu un influenceur du hockey. Bon, t'es ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu t'essayes d'en produire le plus possible du contenu pour les réseaux? Est-ce que tu te dis non, c'est plus un hobby pour moi? Comment tu gères ça? Moi, dans le fond, là, la meilleure façon de le gérer, c'est toujours de parler à ton patron. Qu'est-ce que lui veut? Ton patron étant ton boss ou, les fans? Là? Non, mais... Celui qui me paye, là, c'est TVA Sport. Mon patron s'appelle Louis-Philippe Neveu. C'est lui qui est le directeur général de TVA Sport. Lui, il sait beaucoup d'informations que je sais. Il sait comment on va le sortir. Je te dirais plus souvent qu'autrement. Là, je te parle pas des petites nouvelles. Je te parle des grosses nouvelles. Là. Puis, on travaille main dans la main sur comment on va sortir cette nouvelle-là. Est-ce qu'on la sort d'abord et avant tout sur Twitter? Là, je te parle pas de Caden Goulet a recommencé à patiner. C'est pas ça qu'on parle. Là. Mais mettons une information privilégiée sur qu'est-ce que les sénateurs d'Ottawa vont faire au prochain camp d'entraînement. Bon, bien, il y a du travail en arrière là, qui se fait. Là. Puis tu peux pas sortir certaines informations que tu as n'importe comment non plus. Puis ça se peut que tu aies un compétiteur qui la sorte avant toi. Mais au moins, toi, en tant que journaliste et employé de TVA Sport, tu fais les choses comme ton patron t'a demandé de le faire. Faut pas que tu sois un toi, c'est son moyen. C'est son moyen de le divulguer. Lui, il veut faire la nouvelle comme il veut la faire, dans le fond. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, tu trouves toujours un moyen, ou encore avec les Canadiens de Montréal, tu sais, tu peux avoir une information qui est privilégiée, que ce soit peut-être une transaction qui s'en vient, un joueur qui pourrait être acquis, toutes sortes de choses. Mais, OK, mais comment tu veux que je le sorte? Quand on est plus en terrain glissant, on fait quoi? Tu sais, exemple, on a eu un super bon goaler pendant des années ici à Montréal, puis qu'il y a eu plein de frasques à gauche puis à droite qu'on entendait à travers le couvert, puis je veux pas parler contre lui, c'est pas ça l'affaire. Moi, c'était mon joueur de tous les temps. Mais tu sais, comment est-ce que tu gères ça quand tu as des histoires personnelles comme ça? Moi, la vie privée des joueurs, d'une manière ou d'une autre, je ne touche pas à ça. OK. À moins que ce soit quelque chose, exemple, une maladie, quelque chose qui fait en sorte que le joueur ne peut plus jouer. Une blessure, mettons. Bien, une blessure, ça c'est une chose, c'est relié
plus souvent qu'autrement au sport, mais admettons qu'il y a un membre de sa famille qui est malade. Tu sais, exemple, Martin Saint-Louis a dû quitter l'an dernier parce que son fils s'était fait frapper violemment lors d'un match de hockey. Ben écoute, cette information-là, je veux dire, ça faisait longtemps que je l'avais là, avant de la sortir. Là, tu comprends ce que je veux dire? Mais par respect pour Martin Saint-Louis puis pour sa famille. Non, c'est sûr que... Hey! Non, mais, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me mets à la place du fan parce que, tu sais, t'es comme un intermédiaire entre le joueur et la personne qui écoute la télé en avant, tu sais. Puis le fan, s'il sait que Mike Ribeiro est allé se brosser toute la nuit, tu sais, comment est-ce que... Tu sais, je sais que ça te concerne pas, mais le fan, il le voit patiner le lendemain. Oui, mais ça, j'embarque pas là-dedans. OK. Ben, ça, là, d'une manière ou d'une autre, là, je vais dire quelque chose, là. La vie des athlètes professionnels, que ce soit dans le hockey ou peu importe le sport, imagine comment c'est complexe. Oui. Okay? Oui. Je pense qu'on n'a aucune idée. Puis moi, je les côtoie. Il n'y a pas personne qui affrète cette vie-là de toute façon, en tout cas. Je les côtoie. Tu as de l'argent comme de l'eau. Ton horaire est... écoute, tu n'as pas beaucoup... C'est ça, tu n'as pas beaucoup d'oxygène dans ton horaire pour respirer. Il faut toujours que tu sois au maximum dans tes performances. Tu es constamment jugé. Il y a tout le temps quelqu'un qui te souffle dans le dos. Faut que tu performes à la hauteur de ton contrat. Écoute, c'est sans arrêt comme ça, là. À tous les jours, tu t'entraînes tout l'été. Je veux dire, ces gars-là, c'est des machines physiques puis c'est des machines mentales, OK? Puis ces histoires-là il se passe ça dans sa vie privée où il fait telle affaire. Moi ça me fait rire. Je décroche de ça. Puis je trouve que les gens, malheureusement, puis c'est une opinion personnelle, je ne juge pas personne, mais les gens qui prennent cette voie-là... Ils durent pas longtemps. Je sais pas s'ils durent longtemps ou pas longtemps, mais je trouve ça cheap. Ouais. Je comprends. Je voulais poser la question en tant que partisan. Non, mais il y a tellement d'histoires qui parlent justement. Bon, OK, j'ai vu la femme de tel sur Instagram a posté ça, un story, un ci, un ça. Écoute, ça part dans cette ère-là aujourd'hui. Hein? Je veux dire, combien j'ai de médias sur mon téléphone? J'en ai 7, je pense. À un moment donné, tu es bombardé de tous les côtés. Puis eux autres, ça doit être tough. Justement, c'est des méga vedettes. Ouais. Ils doivent se faire ramasser sur les réseaux. La minute que ça va moins bien... Au niveau des performances, hein, ouais. S'il faut qu'ils postent une photo, justement, qui ont l'air d'avoir du fun, qui sont blessés, et là, écoute, qu'est-ce que c'était? C'est ça. Mais moi, parce que, tu sais, j'ai déjà été, mettons, Philippe Lecavalier, avec Kent Hughes à l'époque. Mettons, Don Meehan, à travers Bob Perneau. Qui est agent aussi de joueur. Alain Roy, qui travaille présentement avec Marc Lavigne. Que ce soit Steve Hartley, qui était coach aussi. Ces gens-là m'ont demandé d'aller rencontrer leurs clients. Tu sais, l'été, là, quand tout le monde est là, puis ils font des camps d'entraînement personnalisés, je devrais dire. Puis ces gens-là me demandent d'aller rencontrer les joueurs pour leurs clients, pour leur parler justement de quelle est la relation qu'ils devraient avoir avec les réseaux sociaux. Okay? Fait que t'es coach un petit peu? Je veux dire... T'es comme un consultant. Non, mais eux autres je veux dire, je les comprends, les jeunes, là, ils ont 16, 17, 18, 19, 20 ans, tu sais, peut-être même 14, 15 ans, peu importe. Puis là, eux autres, ils se disent, OK, il y a quelqu'un qui va m'interviewer. Mais le moins dangereux, là, c'est l'entrevue que tu vas faire dans un vestiaire. Là. Tu comprends-tu? Je veux dire... Ça, c'est une banalité, là. Ouais. Je veux dire, il y a des fois que, oui, tu peux dire quelque chose qui va un peu dépasser la ligne ou sortir des rangs, mais c'est extrêmement rare quand tu y penses dans une carrière. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est quand tu fais confiance. Ça, cette arme. Ça, c'est une arme. Destruction massive. On l'a vu à Montréal récemment, je veux dire, avec Mailloux, je veux dire, c'est une arme. C'est dangereux. Là. Ça, c'est une arme qui est dangereuse. Oui. Moi, je pense que c'est une arme qui peut détruire des carrières. Ah, ouais. Je le pense sérieusement. À quel niveau? Ben, tu sais, ça peut détruire des carrières. Je veux dire, quel que lui va faire ou qu'est-ce qu'il va recevoir? Ou... Bon, je vais te donner un exemple. Admettons que tu es actif sur les réseaux sociaux. Quand je dis actif, ça veut dire que tu vas voir ce que les gens écrivent sur toi sur Twitter. Ce qui s'appelle X maintenant. Tu es sur tes réseaux sociaux. Tu sais, les gens peuvent te contacter directement sur tes réseaux sociaux. OK? Si tu as ça, OK? Mettons que tu marques 3 buts un soir, là. T'es le tabarouette. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Tu es le meilleur joueur au monde. Tu regardes ton nom sur Twitter, puis là, wow! OK? Puis là, le lendemain, là, tu finis -4, puis c'est à cause de toi que ton club a perdu. T'as la paix évidence. Tu étais hier pourtant le meilleur,
puis aujourd'hui, tu es le pire. C'est parce que là où je m'en vais avec ça, pourquoi je dis que c'est une arme, c'est que si tu vas voir ce que les gens pensent de toi, je peux te garantir que c'est fini là. Ah, ça doit être tough en tabarouette. C'est impossible. J'imagine. J'imagine. Hein? L'être humain, à la base, dès qu'il prend une critique, c'est déjà difficile. Fait qu'imagine, lui, qui gagne 2 millions par année puis il est supposé à scorer 35, ça marche pas. Ces gars-là s'entraînent tous les jours. Okay, pour être au maximum, pour s'assurer de garder leur job, pour répondre aux attentes de tout le monde. Puis là, après ça, c'est des gens que tu connais pas derrière un clavier qui vont commencer à te critiquer et à te dire quel genre de joueur de hockey que tu es réellement. Honnêtement, moi, mon message aux jeunes, c'est tout le temps de leur dire débarquez de ça. Vous n'avez pas besoin de ça dans vos vies. Wow. Si tu me dis que ta carrière n'est pas importante puis toi, c'est plus de rencontrer des filles, go! Mais je veux dire, tu ne joueras pas 10 ans dans la ligue non plus. Tu ne joueras pas point. Ça, tu comprends? Puis c'est correct, tu as le droit. Mais si tu es mindé, moi, c'est Ligue nationale. Moi, je veux faire une carrière là-dedans. Je veux que ma vie change. Puis je veux me prouver puis me démontrer à tout le monde que ma place est dans la Ligue nationale de hockey. Si tu es actif sur les réseaux sociaux, je n'en connais pas un qui réussit. Te dire jusqu'à quel point c'est extrêmement dangereux. Fait que les gens, ils se font désactiver. Là. Ils arrivent dans le pro, mais ils le font pas. Je vais te donner les équipes doivent les coacher pour ça, pareil. Je vais te donner un super exemple. Oui, ils le font, mais ça reste l'être humain. Ça reste l'être humain. Tu l'as dit clairement. Puis l'être humain est curieux. L'être humain veut savoir qu'est-ce que les autres disent. OK? Puis ce que je veux dire par là, c'est que si jamais tu te places dans une position où tu vas voir ce qui est écrit sur toi, même si ton coach te dit de ne pas faire ça, tu vas te faire mal. Ouais. Tu vas te faire mal mentalement. Ouais. Tu vas te questionner. Tu vas te re-questionner. Puis, tu sais, c'est dans le film. Moi, j'avais vu ça. On s'en va back in the days. Mais rappelez-vous du film Inception avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Okay? Pourtant, je veux dire, c'est un film super intéressant. Là. Bon, c'est quelqu'un qui rêve, puis tu le forces à refaire des rêves consécutifs. Dire que tu rêves, que tu rêves, que tu rêves, que tu rêves, que tu rêves. Mais c'est parce que ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il y a une phrase qui dit « Il y a quelque chose qui est beaucoup plus dangereux qu'une arme, et c'est une idée. » Et moi, la journée que je te rentre, Ben, une idée dans la tête, tu sais, une idée dans la tête, ou à n'importe qui, puis là, je te la rentre dans la tête, l'idée. Elle va me jouer. Je vais te dire de quoi. Là, cette idée-là, à part... Puis c'est ça maintenant qui va t'orienter. Ouais. Alors, quand un partisan ou un fan, quelqu'un qui t'aime pas, qui t'écrit des choses sur les réseaux sociaux, puis tu commences à prendre ça pour du cash parce que peut-être quelqu'un d'autre te le dit, puis là, après ça commence à te travailler. Ça devient ta réalité, non pas la... Ouais, ça devient ta réalité. Puis Martin Saint-Louis est bon là-dedans parce que lui dit souvent... parle de ça, pas du film Inception ni de Leonardo DiCaprio, mais dit que c'est important que les idées que tu as dans ta tête ou ce que tu penses, parce que des fois, on ne parle pas toujours, on est là puis on réfléchit un peu à nos vies, mais si tes pensées sont toujours négatives, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ça veut dire que toi, en tant que journaliste, tu dois aussi faire attention à comment tu te poses la question au joueur. Toujours. Parce qu'il y en a sûrement qui doivent poser une question. Puis là, tu sais, comme exemple, tu dis, je vais forger une idée. Hey, by the way, t'as de la misère à dribbler, whatever, tu sais, peu importe. Mais c'est qu'à un moment donné, le gars, il va finir par le croire s'il y a 2 journalistes qui posent la question. T'as un rôle quand même qui peut être dangereux à quelque part. Moi, je l'ai compris assez vite. Puis ces choses-là, à force de faire le métier, tu comprends. Je donne un exemple. José Théodore remporte son trophée Vizina puis son trophée Hart. OK? Légende. Je veux dire, c'était super le fun pour Théo, puis c'est cool. C'est une légende. C'est une légende all the way. Quel personnage. C'est ça. Là, la saison il est sur Facebook, là, tu penses? D'après moi. Je pense pas, non. Théo, non. D'après moi, il serait un terrain de golf en Floride, c'est pas mal ça. Puis, José, le début de saison des Canadiens, c'est on gagne 5-1, on perd l'autre match 5-2, on gagne 5-1. Là, ça fait ça de même. Pendant 6, 7, 8 matchs. Commencer la saison. Là, José, ce soir-là, il n'avait pas connu une bonne soirée. Puis, si tu me rentres dans le vestiaire et tu attaques José Théodore, là, tu comprends ce que je veux dire? Ou José ou n'importe quel athlète. Là, non. Mais José avait un standing pareil. Là, c'est ça, il y a un standing. Là, moi, ma question, c'était pas José Théodore. Hey, José, je regarde votre début de saison, pas votre début de saison. En tant qu'équipe. Okay? Ouais. En tant qu'équipe. 5-1,
perdez 5-2, gagnez. Comment t'expliques ça? Donc, c'est une question ouverte. Oui. Je ne l'attaque pas, lui, personnellement. Il dit, c'est pas compliqué, c'est de ma faute. Wow. Ce soir, c'est de ma faute. J'ai laissé tomber mes coéquipiers. Il y a des buts que j'ai laissés passer qui n'auraient jamais dû rentrer. Puis ça, ben, c'est à moi de travailler plus fort là-dessus. Il me donne la grosse clip. Il y a quelqu'un d'autre après ça en anglais qui pose une autre question à José en disant « Il doit y avoir une coupe de buts que tu aimerais se revoir. » Et là, José fait comme « Moi, t'arracher la tête. » Tu comprends? Puis là, ben, il n'y en aura pas de réponse. Parce que la question, c'est pas souvent ce qui est plus important. La réponse est la plus importante. Mais comment tu fais pour poser une question pour avoir la meilleure réponse possible? Il y a beaucoup de monde qui pense que la question... c'était la même, dans le fond. Elle était juste... c'est ça, exact. Mais c'est parce que José, je le sais que ce soir-là, il était déçu de sa performance. OK? Mais si je dis « Hey, José, tu dois être déçu de ta performance. » C'est sûr que le gars dit. C'est sûr, évidemment. Traverse le pont après la game, puis laisse-le te donner son analyse lui-même de ce qu'il voit. Puis s'il est assez honnête, puis les joueurs, je te dirais très souvent, sont capables de se regarder dans le miroir. Inquiète-toi pas, tu vas avoir une réponse honnête. Ouais, j'imagine. Tu parlais, Renaud, justement de gestion des réseaux sociaux, puis que tu avais aidé des joueurs. Y a-tu des situations que tu as été témoin, justement, avec des joueurs de la Ligue nationale qui ont été atteints, puis avec les réseaux, puis peut-être qui ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire, ou qui sont mis les pieds dans les plats un peu? N'oublie pas que quand Twitter est arrivé, c'était quand même cool. Là. Je veux dire, tu étais capable d'avoir en temps réel à peu près tout, comme un peu aujourd'hui. Twitter, dans le fond, c'est comme un fil de presse, d'une certaine façon. C'est pas la même chose qu'Instagram ou que Facebook. Il n'y avait pas de filtre, c'est direct. C'était instantané. C'est ça. Puis moi, il y a plein de joueurs qui m'ont dit qu'ils ont quitté carrément Twitter à cause de ça, qui ont été obligés parce que mentalement, ils étaient affectés par ça. Puis ça m'amène toujours à un peu ce que je voulais dire tantôt aux jeunes, c'est que tu sais, moi, Patrice Bergeron, je trouve qu'il a une carrière exceptionnelle. Okay? Oui. C'est un capitaine, c'est un ambassadeur pour la game de hockey. C'est un gars qui a connu une carrière fantastique. Il m'a présenté sa femme, personne extraordinaire. C'est des gens de Québec. Je peux appeler, je sais que je peux texter Patrice Bergeron tout de suite ou l'appeler. Il n'y aura pas de problème. Il va me parler. Tu comprends? Non, mais tu comprends? Mais ce que je veux dire par là, c'est autant je connais Patrice, autant je ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas te dire, même pendant toute sa carrière, qu'est-ce qu'il faisait Patrice aujourd'hui? Je ne sais pas. Je sais qu'il joue pour les Bruins de Boston, mais à part ça, c'est tout ce que je sais. Sa vie privée est restée privée. Exact. Mais ça, c'est le meilleur exemple que je donne aux joueurs que je rencontre, puis aux gens. C'est que si Patrice Bergeron, Sidney Crosby, qui sont les meilleurs au monde, tu ne connais pas leur vie, je vais te dire de quoi, c'est parce qu'eux autres, ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de ça dans leur vie. Ouais. C'est sûr que Sidney Crosby, c'est une légende dans le sens qu'à 13 ans, il avait décidé d'être professionnel puis il agissait déjà comme tel. Il devait se coucher de bonne heure, manger la bonne affaire et tout ça, déjà à cet âge-là. Fait que c'est sûr, mais c'est des bons exemples à donner. Puis c'est tough aussi parce que quand là, tu rencontres ces jeunes-là, sont probablement tous sur Instagram, Facebook. Là. On s'entend parce que les jeunes grandissent comme ça. Puis là, tu leur dis, c'est parce que ce que tu es en train de faire là, ça va te nuire. C'est comme, je ne veux pas dire une drogue, mais tu es attaché à ça. Tu es attaché à aller voir qu'est-ce que tes chums font, qu'est-ce que tes amis de filles font. T'sais. Puis là, tu te dis, OK, là, je vais me couper de ce monde-là pour ma carrière. Oui. Et justement, est-ce qu'il y en a des joueurs qui utilisent vraiment les réseaux sociaux et qui en font bon usage et qui monétisent un peu leur popularité avec des gros contrats de publicité? C'était son monde à lui. Dans le fond, lui, c'était la mini PME dans la grosse équipe, dans le fond, un peu. C'est très problématique aussi, mais en même temps... C'est qui les meilleurs exemples de joueurs? Non, mais mettons, regarde un gars comme Chris Letang, une fois de temps en temps, va poster des choses à gauche puis à droite. Tu sais, Chris, sa carrière, de meilleurs autres, on la connaît, on sait comment ce gars-là se comporte, comment c'est un champion dans l'âme, tu comprends? Puis lui, il a trouvé une façon, justement, parce qu'il y a d'autres business aussi, il y a d'autres entreprises pour les faire avancer, tu comprends? C'est un homme d'affaires aussi, Chris Letang. Donc, dans ce sens-là, oui, tu peux utiliser les réseaux sociaux.
Mais il a utilisé son image pour aider sa business. C'est ça. Mais il n'a pas utilisé sa carrière. En fond, il n'a pas été au personnel avec ça. Non, exactement. Il ne sort pas d'un autobus puis il montre, je ne sais pas, son hôtel à Washington, puis il prend une photo. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait amener bien de la... Non, mais il alimente pas ses réseaux de cette façon-là. Quand il est sur les réseaux sociaux, il le fait pour faire bien paraître son image. Des idées. Non, mais c'est drôle que tu parles d'hôtel parce que ça a l'air complètement fou. Tu parlais de l'hôtel où que le joueur va être. Ouais. Mais j'ai écouté un podcast avec Ric Flair, le lutteur des années 90 de la WWF. Puis à la télé, c'était live à l'époque, puis il collait le nom de son hôtel où il était. Ben oui. Là, il dit après les combats, on se ramassait genre 1000 femmes dans le lobby de l'hôtel, au bar, puis tout ça. Puis là, je recevais un appel de ma femme, puis là, ma femme me demandait « Mais pourquoi que tu nommes le nom de ton hôtel? Ben, chérie, parce que j'ai une cote sur les ventes d'hôtel. » Ils ont se ramassé 1000 femmes dans le lobby de l'hôtel. Puis c'était carré sur les cotes. J'étais, wow, quel... Mais ça, c'était sex, drugs and rock and roll. C'est sûr que c'est un autre monde. Ouais, toi, en tant que journaliste, est-ce que tu les utilises, ces moyens-là? Je veux dire, parce que certain qu'il y a des... Tu dois voir des affaires qui passent sur les médias sociaux qui doivent aussi venir te chercher toi, que ce soit bon ou mauvais. Est-ce que tu portes attention à ça? Tu veux dire est-ce que je porte attention à ce que les gens disent sur moi? Genre? Non. Non, pas du tout. Non, j'ai déjà fait, comme tout le monde, parce que l'être humain, comme on dit, est curieux. Ouais. T'appliques ça aussi. Là. Mais je veux dire, je vais le répéter, si tu veux passer du mauvais temps avec toi-même, va lire ça. Si tu veux te coucher le soir puis d'être down, va lire ça. Si tu veux commencer à te re-questionner sur ce que tu fais, va lire ça. Il y a une personne qui est importante, moi, dans ma vie, à savoir, c'est qu'est-ce qu'elle pense, cette personne-là. Monsieur TVA. Ben, c'est mon boss. C'est ça, exact. Puis le joueur de hockey, c'est son coach, puis son directeur général. Ouais. Tu comprends? Puis son agent, puis peut-être la famille. Mais je veux dire, tu n'as pas besoin de gens que tu connais pas qui vont t'expliquer quel genre de vie puis de carrière que tu as. Si mon non, mais boss, ça, ce que vous devez en avoir, les trollers à vous autres aussi, là, je veux dire, autant que le joueur de hockey. Puis c'est sûr. C'est sûr que t'es à la télé, je veux dire, les gens, ils... Mais oui, mais Puis il y en a une couple, je vais être très honnête aussi. Il y en a une couple qui vont essayer de te rejoindre, mettons, sur Instagram, parce que c'est plus facile sur Instagram ou Facebook de recevoir des messages privés. Puis quand ça part, puis c'est négatif, là, maintenant, j'ai du fun aussi. Là. Ah ouais? Oh ouais, là, Tu te donnes à cœur jouer avec eux autres aussi? Ah ouais? Parce qu'il y a une couple de personnes de même que j'ai vu qui ouais. calent ces trolls-là, Olivier Primo. Ouais, mais tu pensais le nombre de ils filment une publication, ils mettent leurs photos, leur nom, genre 5 étoiles, les commentaires de la semaine. Ouais. Puis écoute, tu vas dire de quoi, là? Oui, c'est gênant. Parce que là, il est mis en lumière, tu sais. Fait que là, il revient la situation de bord bien raide. Fait que là, écoute, c'est drôle. Puis, mais là, t'as pas le temps de faire ça quand tu passes 25 semaines dans l'avion, je veux dire, mais c'est comme... C'est sûr à un moment donné, c'est son rôle de médias sociaux. C'est spécial. J'ai posé justement une question sur ma page Facebook cette semaine pour toi, Renaud. Et si les gens avaient des questions, non, mais tu vas voir, Sylvain Roy qui écrit « As-tu déjà été starstruck devant une vedette de la Ligue nationale de hockey? » Ah, de la Ligue nationale de hockey, c'est une bonne question. Ou peut-être toute vedette confondue, mettons, sport confondu. Tu sais, je vais te dire, mettons, ça, c'est un beau moment, ça. Mario Lemieux. Oui, mais avec... Parce que... J'imagine. Tu sais, Mario... On l'aurait tout été, ouais, exact. Quel monsieur, hein? Quel joueur, puis la relation... Ma relation avec Mario a commencé d'une façon très spéciale, puis je vais toujours m'en souvenir, puis j'en ai des frissons juste à en parler tellement ce monsieur-là est important pour moi à quelque part parce qu'il m'a fait réaliser beaucoup de choses. C'est que je faisais de la radio, donc à Radio-Canada. La soirée du hockey, dans le temps, les matchs de hockey à la radio là, étaient d'un océan à l'autre, en français, à Radio-Canada. T'imagines-tu perdre ça? T'imagines-tu? Ils ont laissé ça aller. Ouais. C'est un peu nono, mais bon. Eux autres, c'est extraordinaire. Puis il y avait donc la soirée du hockey radio, tu avais les matchs le samedi. Puis les matchs le samedi, étaient à 7 h. Donc de 6 à 7, ils faisaient le tour de toutes les villes canadiennes. Il y avait un correspondant pour parler des Flames de Calgary. Des matchs locaux, là, des c'est ça, parce que la beauté de Radio-Canada, c'est qu'ils ont des correspondants partout au pays. Ils ont des stations de TV en français partout ou de radio partout au pays. Et moi, j'étais chanceux de travailler là-dessus. Puis mon boss m'appelle puis il me dit Mario Lemieux vient jouer à Ottawa jeudi soir. Il dit il me faut absolument que tu me fasses une entrevue exclusive avec Mario Lemieux que tu vas passer samedi dans l'émission d'avant-match. Là, je suis comme aïe aïe. Tu sais, là, moi, j'ai 23 ans. Là, je suis comme OK.
Là, ça commence bien. Ça commence raide. Là, tu te dis, ben, let's go. Là, on a le temps pour l'histoire, j'imagine? Ben oui. Là, On va faire du temps. je pars, le PR me dit, viens à l'aéroport d'Ottawa. Il dit, Mario va faire un scrum, peut-être que tu vas être capable de te pogner là. Je roule. Et à Ottawa, près de l'aéroport, ça tombe, mettons, de 50 km à 30 km dans le temps de le dire. OK? Évidemment que moi, je suis un peu pressé parce que là, je ne veux pas manquer Mario. Je me fais tasser par un policier de la GRC parce que c'est la GRC qui font le trafic autour de l'aéroport. Mais la veille, il y avait eu chez Jean Chrétien un intrus qui était rentré, donc au 24 Sussex, où Mme Chrétien avait été obligée, avec une statue inuite, de se défendre. OK? Puis là, moi, je suis pas content. Qu'elle avait acheté dans le Vieux-Montréal, dans une petite shop à quelque part. Là, je suis pas content de me faire arrêter parce que là, je regarde ça, 25-30 km, là, ça commence à être très, très lent. Il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Là, je veux dire, j'ai pas mis en danger personne. C'est juste que je roulais probablement à 40 dans une zone de 30. Puis là, le gars me regarde, puis il me dit, ben là, j'ai dit, hey, au lieu d'écœurer le monde là, avec des 30 km, là, j'ai dit, pouvez-vous vous occuper de votre premier ministre? Là, je me dis dans ma tête, là, c'est sûr que le ticket s'en vient. Mais finalement, le monsieur a été gentil. Il m'a juste donné un avertissement. Mais j'ai manqué Mario Lemieux. OK? Damn. Puis là, OK. Là, tu dis, j'ai été baveux, m'en suis sorti, mais là, t'as pas plus Mario. Là, OK. Quelle est la solution? Bien, ils doivent rester au Weston à Ottawa, les joueurs. Dans ce temps-là, c'est là où ils demeuraient. Parfait. Je prends mon courage à deux mains avec ma petite enregistreuse, mon micro. Je rentre au Weston. Qui sort de l'ascenseur puis s'en vient vers moi pendant que j'entre? Mario Lemieux. Wow. C'est quoi les chances? Et là, je le regarde, j'écoute Mario, je me présente, blablabla. Bla, bla, bla. Mon boss m'a demandé une entrevue avec toi. Je t'ai manqué tantôt à l'aéroport. Je peux-tu faire une entrevue avec toi? Il me regarde et dit, pars ton enregistreuse. On fait l'entrevue. Écoute. Et là, il y a un blanc. Plus de questions. Non. Mais tu comprendras que ça devait probablement pas être une grande entrevue. Ça, c'est sûr. Mais je l'ai. Puis à partir de ce moment-là, il y a une relation qui s'est bâtie avec Mario. Un, parce que je l'ai remercié 2000 fois. Puis deux, après ça, à chaque fois que j'allais, mettons, dès le lendemain, en passant, quand les Pingouins étaient en ville, puis il faut comprendre aussi qu'il y avait une relation difficile à l'époque entre Mario Lemieux et surtout les médias de Montréal. Cette relation-là n'était pas facile, OK? Puis, j'étais arrivé dans le vestiaire. Tous les journalistes du Québec étaient là aussi, de Montréal. On était à Ottawa. Et Mario me regarde en voulant dire « Go ». Là, Mario veut que je pose les premières questions. Moi, j'ai 23 ans. J'ai tous les journalistes du Journal de Montréal qui sont là. Puis là, moi, le petit cul, je commence à poser des questions, mais tant aussi longtemps que je n'ai pas fini de lui poser des questions, il ne répondra pas à personne d'autre. On s'est connus hier. Tu comprends? Oui. Et là, finalement, avec les années, c'est ça. Avec les années, j'ai eu la chance il m'a présenté son épouse à l'Arena, évidemment. Là, je n'ai pas été invité chez lui, mais la relation qui s'est bâtie par la suite, le nombre de fois que je l'ai remercié, quand il a pris sa retraite, puis je savais que c'était fini pour lui, pour de bon, sa deuxième retraite, quand il est revenu à Ottawa, parce qu'à l'époque, j'étais là aussi, le nombre de fois que je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait pour moi. Puis, quand je me rappelle en 2009, lorsqu'ils ont remporté la Coupe Stanley, j'étais content de faire des entrevues sur la glace avec justement Christopher, Evgeny, Sidney, toute cette belle gang-là, Philippe Boucher, etc., Pascal Dupuis, des gars extraordinaires. Mais quand Mario Lemieux est arrivé sur la glace et qu'il est venu me voir, là, aïe, aïe. Le monsieur impose le respect. Oui, puis là, tu dis... Je suis prête pour toi, là. Non, mais... Puis tu sais qu'il va te donner une bonne entrevue parce qu'il est généreux avec toi, là, puis tu te dis, wow, puis c'est Mario Lemieux, tu sais. Tu penses-tu que ça t'a aidé à te faire une carrière à Montréal après à cause non. de tous ces exemples? Ça t'a écarquillé des yeux, ça, les gens ne savent pas ça. Okay. Je vous le raconte à vous autres. Il n'y a personne qui m'a parlé de ça. Mais moi, je le sais. À l'intérieur, dans mon fort intérieur... C'est passé quelque chose. C'est passé quelque chose, puis j'ai compris assez rapidement... Respecte le gars en avant de toi, là, je vais te garantir qu'il va te respecter. Je vais te le garantir. Puis je vais te dire, le respect, ça ouvre des portes. Ça ne ferme pas de portes. J'ai jamais vu quelqu'un qui respecte quelqu'un qui se fait fermer des portes. Non, ça, j'ai vu ça? Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont sourire.
T'as connu des grands joueurs. Moi, un de mes idoles à l'époque, c'était Patrick Roy, dans les années 90. Superbe. Comme bien des jeunes, j'imagine, de mon âge. Maison. J'étais goaler. Hein? J'étais goaler, j'étais novice. J'étais novice. Ben oui. Hey, c'est l'enfer. Il était venu signer le livre de la ville l'année d'après qu'il avait gagné la Coupe Stanley. Ah ouais. Puis j'étais allé le voir et j'avais dit, hey, dans 10 ans, c'est moi qui va prendre ta place. Puis il était parti à rire. Il dit, ben voyons donc. Je dis, ben oui, j'étais novice 2A, je sais pas trop. Là. C'était comme... C'est parfait. À l'époque, il existait, c'était vraiment drôle. Tu drôle. connais les joueurs de ces années-là? Oui, Montréal, Patrick Roy. Oui. Parce Quel caractère aussi. Oui. Puis tu sais, la beauté, c'est que j'ai commencé justement écoute, la saison d'après. Donc, j'ai commencé, moi, en 93-94. Ça veut dire qu'elle a commencé à côtoyer ces gens-là. Puis oui, tu sais, Patrick, c'est une idole, d'une manière ou d'une autre, en partant. Ben oui. Sans lui, les Pour le Canadiens... peuple au complet, c'est ça. non, c'est Le clair. Canadien ne remporte pas ses 2 Coupes Stanley sans lui, ses 2 dernières. C'est un gars de caractère, c'est un gars qui veut gagner, c'est un gagnant partout où il est passé. Je veux dire, c'est des gens qui sont beaucoup plus grands que nature, mais j'adore. Tu sais, il y a 2 semaines, j'étais justement à Long Island, je faisais une entrevue avec lui. Il était hyper généreux, c'est une journée de match, mais tu sais, c'est ça, c'est de parler à ces gens-là, de parler à Martin Saint-Louis. Hey, oui. Martin Saint-Louis, ça aussi, c'est Martin Saint-Louis, là, c'est parce que là, on le voit tous les jours, là. Mais moi, je me rappelle, là, j'étais avec le Lightning parce que je suis ami avec Vincent Lecavalier. Puis, ça a donné comme ça, là. Je veux dire, il se fait réclamer au balotage par les Flames, par le Lightning, des Flames de Calgary, justement, qui le laissent partir. Quelle erreur. Puis là, après ça, ben j'étais comme dans le vestiaire la première journée du Lightning, la première journée qui est arrivée. Puis je commence à le connaître à partir de ce moment-là. J'étais avec eux autres lorsqu'ils ont remporté la Coupe Stanley en 2004. Son but gagnant en prolongation dans le 6e match de la finale de la Coupe Stanley à Calgary. Des moments incroyables, je veux dire. Quel winner? C'est un winner and a half, là, Vincent, lui. Il a vraiment... Tu sais, tu parlais d'être fort mentalement. Là. Ça n'est un. J'ai l'impression qu'il n'y a rien... S'il y a un objectif, là, écoute... Puis ça, c'est tellement un bel exemple parce que ça a-tu rapport avec la grandeur? Non, mais c'est ça que j'allais dire. La moitié de la grandeur des autres, là, c'est incroyable. Non, mais lui, il l'avait compris, par exemple. Il a décidé d'être un professionnel à propos de ça. Puis il a dû s'entraîner en fonction de ça. Puis il a dû se minder. Il y a une force surhumaine dans sa tête. Il me dit tout le temps, là, que quand c'était le temps des vacances, là, pendant la saison régulière, là, il me dit tout le temps, sa conjointe disait, là, on va partir pendant une semaine dans le sud. Là, on va aller dans un resort, tu vas te reposer 3 jours. 4 jours maximum, 3 jours. Parce que lui, dans sa tête, pendant qu'il était en vacances, c'est ça, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de s'entraîner pour voler sa job. Tu comprends? Là, ben, c'est comment je fais constamment pour rester relevant, là, pour rester au niveau où je dois être, pour être encore crédible dans cette ligue-là. Tu sais, et lui, c'est pour ça qu'il est autant de la renommée aussi, mais c'est la beauté donc du sport puis d'être québécois en passant. On est gâtés, là. Regarde les athlètes québécois qui sont passés dans la Ligue nationale ou qui y sont encore aujourd'hui. On est extrêmement gâtés de les avoir puis de voir ces gens-là réussir. Puis on ne peut que leur dire bravo. Mais tu parlais de Patrick Roy, là. Oui. Tu sais, moi, je vais faire un petit aparté, là. Quand même, c'est l'informateur. Oui. À quel point on a été proche ou jamais proche d'avoir Patrick qui pourrait revenir, mettons, dans l'état-major? Tu sais, tellement les fans auraient voulu ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être réalisable ou c'est vraiment off the map complètement? On a manqué l'histoire. L'histoire aurait pu être réécrite. Le Canadien de Montréal, Patrick qui revient, on le voyait écoute, tellement. Martin, il est en train de faire quelque chose comme ça. Martin Saint-Louis. Ouais. Mais tu sais, Patrick, il voulait être le boss. Mais oui. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu se faire? Ma réponse facile, c'est oui. Tu comprends? Mais c'est pas arrivé. Puis la première personne peut-être qui pourrait... Tu sais, Patrick, ça lui a pris du temps à revenir dans la Ligue nationale de hockey. De la façon dont il a quitté l'Avalanche du Colorado, lui-même il reconnaît que tu ne peux pas quitter une organisation au mois d'août. Tu ne peux pas démissionner au mois d'août. Ça se fait pas. Si tu veux t'en aller, tu le dis à la fin de la saison. Je ne reviendrai pas la saison prochaine. Ça donne le temps au directeur général de s'organiser. Puis à cause de ça, bien, il y a des gens qui ont commencé à avoir peur de Patrick. Puis là, bien, Lou Lamoriello, lui, a décidé de lui redonner une chance dans la Ligue nationale, mais ça a pris beaucoup de temps avant que ça arrive. Mais écoute, est-ce que Patrick Roy, ça a passé proche qu'il revienne dans l'organisation des Canadiens? Non. Mais tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qui tu connais. OK? Je vais te donner un exemple.
Si Julien Brisebois avait été nommé directeur général des Canadiens de Montréal à la place de Marc Bergevin, est-ce que Patrick Roy, c'est son coach? Moi, je pense que la réponse à ça, c'est oui. OK? Puis je ne veux pas parler pour Julien. Je m'excuse, Julien, je ne veux pas parler pour lui. Mais la perception de l'individu aurait été différente. Bien, c'est parce que chaque directeur général en devenir, parce que lui, à ce moment-là, était directeur général adjoint chez le Lightning. Il a été interviewé en même temps que Marc Bergevin. Les deux ont fini. Il y en a un qui a eu la job, puis l'autre qui a fini deuxième. Mais Marc Bergevin, lui, n'a pas... C'est un gars qui a passé toute sa vie aux États-Unis, qui vient de l'organisation des Blackhawks de Chicago. Je veux dire, à quelque part, c'est pas les mêmes affinités. C'est qui tu connais aussi qui est important. Puis je pense que Julien, lui... Il n'avait peut-être pas la culture du Canadien dans lui en commençant. Puis ça, c'est important, tu comprends? Mais quand tu regardes Julien Brisebois, il avait grandi dans l'organisation des Canadiens comme avocat, puis ensuite comme directeur général adjoint, directeur général des Bulldogs de Hamilton. Il connaissait le marché du Québec. Moi, je pense que, sans dire que c'est sûr que c'est ça qui serait arrivé, je vais dire de quoi... Si Julien avait été nommé directeur général à la place de Marc Bergevin, ça se peut en tabarouette que Patrick Roy était son homme à ce moment-là. Bergevin était lui aussi toute une présence, autant que, tu dis Patrick Roy, il a quitté au mois d'août. Je pense qu'il a été fidèle à lui-même dans sa personne. C'est ça. Je pense que lui et Marc Bergevin n'auraient jamais tant été des meilleurs amis, je pense. C'est pas dans la façon qu'on a de l'histoire aujourd'hui. Évidemment, on ne connaît pas rien de l'histoire. Mais je pense que c'est des gens qui se respectent quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est quand tu arrives, c'est des grosses jobs. Le directeur général du Canadien de Montréal, il faut que tu sois quand même confortable avec les gens qui sont à côté de toi. Là. Tu peux pas commencer à toujours te demander si ça va-tu marcher, ça ne marchera pas, je vais-tu être capable d'y parler. Quand tu n'as pas de relation avec la personne, c'est difficile. Donc, des fois, là, la question, c'est est-ce que Patrick Roy aurait pu un jour revenir dans l'organisation? Oui, la réponse facile est oui, mais c'est un concours aussi de circonstances, selon moi, si ce n'est pas arrivé. Et je ne pense pas que c'est contre Patrick Roy ou les gens qui sont en place ou qui étaient en place. Dans la vie, tu es confortable avec certaines personnes, puis la vie te fait en sorte que tu progresses. Est-ce qu'aujourd'hui, Julien Brisebois, en 2024, peut-être que son idée a changé, mais il y a peut-être en 2012, peut-être. Si tu comprends ce que je veux dire, la vie évolue, tout évolue. Puis regarde, Patrick est de retour dans la Ligue nationale. Je vais te dire une chose, Patrick Roy, là, je le regarde coacher avec les Islanders, il fait un job exceptionnel. Exceptionnel. Donc, tu regardes ça et tu te dis, tu vois, c'est un coach de la Ligue nationale, Patrick Roy. Puis là, c'est quoi la suite? Moi, je ne la connais pas. Je ne connais pas l'avenir. Je n'ai pas de boule de cristal. Ma boule de cristal ne m'a jamais dit que Kent Hughes, quelqu'un que je connaissais depuis toujours, à cause justement de Vincent Lecavalier, allait être directeur général du Canadien. Ma boule de cristal ne m'a jamais dit que Vincent Lecavalier allait travailler pour les Canadiens. Ma boule de cristal ne m'a jamais dit que Martin Saint-Louis allait devenir coach canadien. Jamais. Je ne peux pas te prédire l'avenir. Mais je peux te dire que ce sont des gens extrêmement brillants, qui performent, qui vont bien dans chacun de leurs domaines respectifs. Est-ce qu'un jour, ça se pourrait que ça arrive que Patrick revienne à Montréal? Il n'y a rien d'impossible à Montréal. Merci beaucoup pour la réponse, Renaud. C'était très généreux. Il n'y a rien d'impossible parce que le Canadien de Montréal, il perd 2 games de suite, 3 games de suite. Écoute, on parle. Il y a déjà une liste pour remplacer Martin. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Mais c'est ça. Puis je sais qu'il y a bien des partisans peut-être qui sont déçus de tout ça, mais je pense c'est pas le Canadien contre Patrick. Là. C'est le Canadien qui nomme des personnes, puis qu'eux autres, il faut que tu respectes ça. Regarde, je pense pas que Kent Hughes s'est trompé avec Martin Saint-Louis, là. Il a frappé plus qu'un coup de circuit là, avec Martin Saint-Louis. Il frappe des grands chelems. Depuis les 3 dernières années. Puis tu peux pas avoir un gars plus impliqué mentalement dans sa job qu'un gars comme Martin. Là. Lui, c'est un gagnant qui va toujours vouloir trouver la meilleure solution. Puis comme la meilleure façon de faire gagner cette équipe-là, pour faire grandir ces gens. Mais François Lamarche, t'as pas n'importe qui à côté de toi, Renaud. Là. François Lamarche a été coach, lui, à une certaine époque, ancien goaler. Pas de la Ligue nationale. Mon père était coach. Il avait déjà, je pense, reçu un offre pour les Draveurs de Trois-Rivières après Michel Bergeron. Puis moi, il m'a amené à coacher, mais j'ai coaché. Ah oui, mais pourquoi il l'a pas pris? Famille. Ah, ben oui. Déménagement, contrat court terme. À l'époque, il travaillait aussi pour la Fédération de hockey mineur
Fédération québécoise de hockey sur glace, il était président du hockey mineur dans notre secteur. Il a développé beaucoup au niveau des jeunes, mais il y avait un offre à un certain... Écoute, je connais pas tous les détails, là, mais tu sais, il aurait pu devenir coach. Mais là, t'as pas été coach. Mais moi, j'ai coaché. Ouais, à cause de ça, j'ai rentré à coacher. J'avais 22 ans, je coachais Guillaume Latendresse. T'as-tu dit à toi? Hey, puis oui, Guillaume Latendresse, c'est à cause de toi? T'as jamais dit à Martin Saint-Louis dans 10 ans, ça va être moi qui va... Non? C'est comme quoi, j'ai jamais... Ben, moi, je me suis rendu compte en coachant comme ça que j'avais du fun avec les gars un peu. Comme un rôle de mentor. J'accompagnais, je les aidais à réfléchir à leur game un peu plus. J'avoyais pas bien la game. J'étais un goaler, moi. Je lisais très bien la game du côté du filet, mais quand c'était un coach de, je sais pas moi, des attaquants ou des défenseurs, j'avais pas la même vision. J'étais pas autant studieux de la game que mon père l'aurait été. Peut-être qu'il était déçu de ça, mais ça, je veux dire. Mais on a eu des super belles années, puis avec Guillaume... Ben oui, c'est sûr. Guillaume Pee-wee Latendresse, de quand même. C'est Pee-wee de A. Je suis même pas sûr que Guillaume se souvienne de moi. Fait que tu diras salut Guillaume. Non, Guillaume. mais pour vrai, non, c'était des belles années de hockey qui étaient c'est sûr. Et puis Guillaume Latendresse, quand tu le coachais, à un jeune âge, c'était on était Pee-wee, donc 13 ans. Écoute, c'était... Il y avait Sidney Crosby, il y avait Guillaume, puis on coachait... Tant que ça? Ouais, puis on coachait au niveau de 13 ans. Puis il y avait Chris Letang, il jouait, lui, contre nous autres dans la ligue. Même âge, même temps. Fait que tu avais quand même une belle ligne. Il était quand même 5 pieds 11, 195 livres à cette époque-là, déjà. C'est fou, hein? Puis mon troisième centre, il était 5 pieds 1, 102 livres peut-être, tout mouillé, habillé. Mais c'était ça. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un gros buzz alentour de Latendresse à l'époque. C'était comme le prochain sauveur du Canadien de Montréal. Mais Guillaume, il travaillait fort. Puis il travaillait fort. Puis il savait déjà, il y avait son frère qui était devant lui, qui était quand même très fort. Puis il avait des skills. Fait que Guillaume, sachant qu'il avait peut-être, je sais pas s'il avait peut-être moins de skills, mais il travaillait très fort. Puis même dans les pratiques, souvent, on était à l'écart. Il faisait des affaires, dévier des rondelles. Tu sais, à 13 ans, tu faisais des choses que les autres faisaient pas. Déjà là, tu le voyais. Puis moi, je me souviens, écoute, lui, il se souviendra pas de ça, mais j'avais une discussion après, à la fin de l'année. On était comme en préparation des camps de l'année d'après. Puis on était sur le bord de la bande, puis on jasait. Je dis, s'il y en a un qui va passer, ça va être toi. Parce que tu as la shape pour le faire, tu as la physique, tu as la mentale pour y arriver. Puis, tu sais, l'histoire a donné que ça l'a été. Je suis certain qu'il ne se souvient pas de ça. Puis, moi, je m'en souviens parce que je veux pas. Tu es de l'autre bord, puis tu es un peu starstruck avec ces affaires-là. Mais pour vrai, il a toujours travaillé pour y arriver. Puis, oui, le concours de circonstances de jouer à Montréal a probablement fait qu'il a accédé à la Ligue beaucoup plus vite qu'il aurait dû. Peut-être. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as dit quelque chose de tellement important concernant le travail. Puis parce que des gars de talent, là, c'est pas la Ligue nationale, là, les dépisteurs ne sont pas juste au Québec puis en Ontario, là, je veux dire, ils sont partout dans le monde au complet, tu comprends? Ils vont même dans des endroits qu'on pensait jamais que ça allait être possible pour aller chercher du talent, OK? Mais c'est quoi le talent? Moi, c'est Chris Letang qui m'avait parlé de ça. Chris Letang m'a déjà dit, tout de suite, là, ramène tous les gars de mon midget 3A ou encore de mon niveau junior. Ramène-les sur une glace, OK? Il dit, je peux te dire qu'il y en avait qui étaient pas mal plus talentueux que moi. Puis je peux même te dire qu'aujourd'hui, tu les ramènes sur la glace, là. Moi, je joue dans la Ligue nationale, là. Puis ils sont encore meilleurs que moi. Ouais. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Pourquoi que Chris Letang, lui, il était, entre guillemets, le moins talentueux comparativement à certains joueurs? Je te disais, j'aimais pas ça quand il était sur la glace, puis oui, fait qu'il était quand même talentueux, je te dirais. Oui, mais c'est ça, mais talentueux, oui, mais là, quand tu arrives junior, tu comprends, lui, c'est ça qui m'explique. Avec les meilleurs. Là. Avec les meilleurs. Lui, il dit, moi, Renaud, j'ai jamais été parmi les meilleurs de mon équipe. Il y en avait tout le temps, 3-4 qui étaient en avant de moi, là. Puis tu les ramènes sur la glace aujourd'hui, il va être encore en avant de moi, il a encore le talent. Mais c'est quoi la différence? C'est parce que le niveau de travail que ça prend, l'engagement mental. Le choix que tu as fait de le faire. T'sais. Moi, Chris, là, il venait de gagner la Coupe Stanley en 2009. Je m'en vais dans un restaurant à Montréal une semaine après. Tabarnouche, il y a trapèze gros de même. Là, je suis là, Chris. Je commençais à m'entraîner. Lui, il me dit que parce qu'il se force à prendre une semaine de congé par année, il dit, quand je passe à côté du gym en char, je me sens mal. Je me sens mal. Arrêter. Il ne doit pas être dedans. À ce point-là. Ben oui, mais tu as-tu vu les entraînements qu'il fait? Il fait des entraînements des gars de UFC. Puis c'est les gars qui entraînent les mais il joue encore aujourd'hui. Ben oui, rien. Ben oui, puis penses-tu que quand il arrive à l'entraînement là, avec l'entraîneur des gars de UFC, que le gars le regarde, « Ah, t'es un joueur de la Ligue nationale, on va faire attention. » Non. C'est le même entraînement que tout le monde. Tu vas lever des roues qui sont immenses. Tu vas te défoncer. Écoute, tu vas faire un entraînement
C'est une machine. C'est une machine de guerre. Là. Ben, il arrive, je pense, prêt au camp d'entraînement. Tu n'as même plus besoin de faire de match pré-saison. C'est comme, let's go, on commence l'année, puis c'est fait. À l'époque de Guy Lafleur, le camp d'entraînement, les gars arrivaient, puis genre, c'est là qu'il arrêtait de boire. C'est là qu'il arrêtait de boire. C'est là qu'il commençait. J'en ai une bonne histoire par rapport à ça. Quand on parle du changement, là, celle-là, là, c'est hallucinant. Ça aussi, je vais me rappeler toute ma vie. Le Lightning de Tampa Bay joue à Ottawa, centre municipal, puis il faut que je fasse une entrevue avec Denis Savard. Denis Savard avait gagné la Coupe Stanley en 93 avec le Canadien. Puis là, après ça, il a joué avec le Lightning, entre autres, OK? Puis là, il y avait un petit vestiaire des visiteurs là, dans le coin de la Zamboni, au centre municipal. Puis je dis au PR, je veux parler à Denis Savard. Il dit, il va sortir, bouge pas. Il sort avec une chaise, une Coors Light puis une cigarette. Tu veux me parler, kid? Oui, je veux te parler, Denis. Une chaise, une cigarette puis une Coors Light. Let's go. Fais-la ton entrevue. T'es en fin de carrière, mais quand même. C'est terrible. Comment qu'il fait? Puis là, les jeunes à côté, les autres, c'était sur le vélo, puis ah ouais, let's go. Là. Mais dans ce temps-là, je vais dire de quoi, 94, 95, 96, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais. Je me rappelle pas Pierre Turgeon, mais son frère Sylvain, qui était capitaine avec les sénateurs, un gars extraordinaire. Quand on parle, puis là ce que tu viens de dire là il y a eu un changement à un moment donné, ça a cassé. Ouais. Puis dans son cas, à lui, là, il l'a vécu là, personnellement, c'est que dans ce temps-là, tu pouvais te présenter. Les camps d'entraînement, premièrement, duraient 1 mois. Tu pouvais arriver puis d'être pas au sommet de ta forme, OK? Puis là, la saison commence. Il n'y a rien qui marche pour Sylvain, qui est un gars de talent. Là. Puis là, il n'y a rien qui marche. Puis il a été questionné, qu'est-ce que tu as fait cet été? Puis il a dit, écoute, j'ai peinturé toute ma maison. Puis je pensais que j'ai comme le feeling que ça me mettait en forme, mais visiblement, non. Mais puis là, c'est là que la cassure s'est faite. Où les jeunes, l'été, s'entraînaient. Puis là, tu avais des entraîneurs spécialisés qui commençaient à être beaucoup plus présents dans la Ligue nationale. Puis la cassure est arrivée vite, justement, pour une génération exceptionnelle. De dire, OK, là, il y a une cassure, puis il y a une nouvelle génération qui arrive. C'est l'argent qui a fait ça? Les contrats? Je pense... Le peu de chances de faire la Ligue et l'argent qui vient avec. Non, mais ou, d'après moi aussi, oublie pas... Tu sais, regarde le niveau collégial américain, comment il s'est développé au cours des dernières années, parce que justement, on s'est occupé du développement des joueurs, mais d'après moi, les ligues juniors aussi ont beaucoup changé leur façon de faire. Puis, tu sais, c'est pas compliqué de dire, les Knights de London sont devenus, tu sais, soudainement, une des meilleures équipes juniors au Canada, sinon en Amérique du Nord, parce que justement, leur façon de s'entraîner était moderne, était digne des pros de la Ligue nationale. Puis ça, malgré qu'elle était l'idée par un ancien. Non, mais tu comprends, mais ça faisait des petits. Puis là, ben, le thinking a changé, l'approche du sport a changé. Les athlètes sont maintenant très différents, pas négativement, mais très différents dans leur entraînement. L'approche est différente. C'est des machines, ces gars-là. Mais François, on parle de développement. Tout à l'heure, on parle d'équipes, justement, juniors, etc. On est dans la maison des Lions de Trois-Rivières. Renaud a eu la gentillesse de se déplacer ici à Trois-Rivières. Albert amène le jersey. Renaud, tu vas être full patch. C'est officiel. Il est-tu beau en plus? C'est officiel. Il est écœurant. Il est incroyable. Le logo est beau. Il est incroyable. Voilà. Tu peux faire quelque chose de beau avec un blanc immaculé de même, c'est fou. Hein? Il est vraiment beau. Là. Puis honnêtement aussi, je tiens à le dire, là, le look de l'aréna ici, c'est complètement. Je veux dire, c'est François, il y a le même commentaire. Waouh, c'est donc bien beau. Quoi? Moi, première fois, je suis rentré au forum. Mets le chandail en oui, ça va animer le vieux forum. Puis tu sais, tu rentrais à travers, là, je me souviens pas si c'était comme tu passais à travers la passerelle. Puis l'aréna, la glace était glow in the dark. Puis j'ai vu ça la deuxième fois quand j'étais allé voir le FC Barcelone, quand j'ai fait la même affaire, tu sors de la place. Puis là, le terrain, il était comme vert, ça faisait... C'est comme... Mais ici, là, ça faisait exactement ce feeling-là. Tantôt, l'aréna, ça vaut la peine de venir voir. Et voilà, c'est officiel, cérémonie de jersey. Renaud Lavoie est un lion. Et voilà. Comment tu te sens? Je me sens super bien. Officiel. Merci. Signature de contrat. Mais non, puis... Si tu parles du forum, je vais vous faire un aveu. Vous allez peut-être me dire que je suis complètement cinglé. Là. Mais... T'as vu les fantômes? Non, ça, c'est une autre affaire. Ça, j'ai des histoires, c'est les fantômes, mais j'ai adoré le forum. Mais moi, j'ai grandi dans l'Outaouais. Okay? Ça veut dire que le forum, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu tous les... Tu l'as pas côtoyé. J'ai été voir plusieurs matchs, mais mettons que j'ai été voir maximum, peut-être 20 games dans ma vie au forum, maximum, là, de jeunesse jusqu'à mon travail, tout ça. Mais je vous dis, là,
à chaque année, je rêve encore au Forum. Ah oui? Je rêve au Forum, peux-tu croire? C'est ça qu'on appelle un maniaque. Non, mais il y avait quelque chose de mythique. La soirée du hockey avec le thème, avec le Forum, avec les tweets. Ben oui. Ça, c'est quelque chose dans le Forum. Ça, c'est une honte. Que ça soit rendu un cinéma. Non, je veux dire, pas centre d'achat. il aurait fallu que le gouvernement du Québec dise « Hey, nous autres, on achète ça, on va en faire un musée. » Parce que, nous autres, l'histoire du Québec part de là. Laisse faire les Coupes Stanley, là. C'est un paquet d'affaires. C'est les Beatles qui sont venus. C'est tous les concerts qu'eux, c'est l'émeute. C'est l'émeute c'est les Olympiques, c'est l'émeute. À cause de Maurice Richard. C'est là où les Québécois francophones se sont soulevés par rapport aux anglophones. Puis ça fait partie de tout ce mouvement-là. C'est imbécile qu'on a décidé de laisser ça partir. C'est l'histoire de ton peuple. Puis tu as décidé que l'histoire de ton peuple avait aucun intérêt. Puis là, blâmez pas ça, c'est les libéraux, c'est le PQ qui était là dans ce temps-là. Non, mais tu comprends? On fait pas de politique. Non, mais je ne veux pas faire de politique non plus. Mais tu sais, il y a des gens qui sont tout le temps là. Ouais, mais c'était... Hey, time out, là. Je veux dire, les gens qui étaient en poste, là, c'est des gens qui n'arrêtent pas de se vanter de l'histoire du Québec, mais je ne suis pas convaincu qu'ils la connaissaient tant que ça. Mais je pense qu'il y avait d'autres préoccupations dans ce temps-là. Ça allait vite. Ça allait vite pas mal. Laquelle? Celle-là. Parlons... les référents... Ah, c'est ça. Ben oui. Mais là, Ben, on a parlé de... Ça s'appelle gasoline, tabarouette. Ben c'est ça. J'ai entendu dire entre les branches que Renault aimait la course automobile, mais la course américaine, le NASCAR, right? Oh, wow. Un fan de NASCAR? Est-ce que je t'ai volé ta question? Ben non, mais c'est parfait parce que moi aussi j'ai entendu. Puis écoute, on le blâme pas parce que c'est-tu énorme pareil le NASCAR aux États-Unis? C'est fou. C'est incroyable. Je pense que les gens le savent pas vraiment. On peut-tu dire ça comme ça? Oui. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui aiment le NASCAR. OK? Il y en a beaucoup qui ont vu des courses de NASCAR. Mais on a des bons pilotes au Québec en plus. L'été passé, j'ai été à Pocono. Qui est en Pennsylvanie, pour voir une course. Puis ce qui m'a fait vraiment capoter, là, c'est que de voir le nombre de roulottes ou encore d'autobus qui ont été modifiés, évidemment, parce que c'est des résidences, là, comment on appelle ça, des VR, des campers. C'est ça. Puis, écoute, il doit en avoir combien? 2000 qui suivent les activités du NASCAR semaine après semaine, qui font le voyage avec, d'une certaine façon, les pilotes. Écoute, c'est hallucinant la passion de ces gens-là envers leur sport. Ils ont des fans incroyables. Ils ont des fans incroyables. Puis, c'est quand je te dis que souvent, les gens regardent le NASCAR de haut. Au Québec, c'est sûr que c'est la F1 avec leur petit char qui font... Mais, OK... Mais en bout de ligne... Comment tu fais ça? C'est pas écoutable. Jamais les 10, les 12 des années 2000. Non. Mais la musique à nos oreilles. Tu sais, j'ai lu quelque chose là-dessus parce que, évidemment, que le sport à la télé m'intéresse beaucoup, les codes d'écoute, toutes sortes de choses comme ça. Pas besoin de vous dire que la NFL, c'est ce qui tire le plus de codes d'écoute aux États-Unis. Okay? C'est immense. Mais il y a une raison pourquoi que le NASCAR est encore extrêmement populaire, relevant, puis que les diffuseurs veulent le montrer. C'est qu'à chaque course, un dimanche, tu as 3 à 5, 6 millions de personnes qui regardent ça. OK? C'est quand même quoi, 35 semaines? 42. 42 maintenant avec les playoffs. On est rendu à 42 avec les playoffs. OK? De mémoire. Là. OK, bon, tu as 42 semaines de course où tu vas avoir à peu près, on va mettre une moyenne de 3 millions de personnes. À part la NFL, il n'y a aucun autre sport aux États-Unis qui est capable de donner ça en code d'écoute. Aucun. Pendant 42 semaines. Pendant 42 semaines, il n'y en a aucun. Même le baseball doit avoir des moments dans l'été où ça ne se passe à rien. Exactement. Là. Donc, les commanditaires, eux autres, savent que les yeux sont constamment là-dessus. Tu comprends? Puis que tu peux faire justement du NASCAR quelque chose qui va te permettre de vendre ce que tu as à vendre. C'est un sport qui bouge extrêmement vite aussi. Tu sais, je veux dire, tu l'as dit, les commanditaires, même ils vont prendre les commanditaires pour 6 courses, pour 12 courses, même pas pour toute l'année. Fait qu'ils sont capables de se renouveler continuellement. Fait que tu fais 42 semaines, mais tu peux avoir un char qui est passé par 6 couleurs différentes. Ça prouve justement la popularité puis le nombre de partenaires qui sont intéressés justement à commanditer une auto, par exemple, une voiture. Oui, puis c'est une visibilité immense. Ben oui. Puis c'est de voir comment ça fonctionne, la passion des gens envers chaque pilote aussi. Hein? Tu sais, tes fans... Ah non, mais c'est un show C'est un show. Puis, en tout cas,
ceux qui veulent aller voir une course éventuellement, Pocono, c'est un bel endroit parce que les estrades sont pas... C'est pas comme, mettons, à Daytona, là, où tu as quoi? Il y a combien de personnes? 80 000 personnes qui peuvent rentrer à Daytona à peu près? Même, il y en a du monde. C'est ça. Tu comprends? C'est des gros gradins. Mais t'es assis en haut, t'es très loin, t'es pas... C'est ça, mais tu vois bien la piste. À Pocono, c'est sûr qu'il faut que tu sois très haut pour tout voir la piste comme il faut. Là, si tu es un peu trop bas, tu ne verras pas toute la piste. Mais il y a une chose, par contre, c'est plus familial. Tu comprends-tu? C'est moins compliqué sortir de là, nécessairement. Y a pas... Juste y accéder, c'est moins compliqué. Moi, j'allais à la piste à New Hampshire, à Loudon, qui est 4 heures de route à peu près. Toute beauté, puis, tu sais, le feeling que j'avais à quoi, 19-20 ans à peu près. Là, on était parti avec une gang, justement avec la gang du coach ici, tant que je serais à la Bourse à Montréal. Mais je suis parti des estrades, je suis descendu en bas, puis la clôture, dans le bout du stretch, est là. J'ai une ligne blanche à peu près 8 pieds, 7 pieds. Puis je suis debout là. Il n'y a pas personne qui me dit non rien faire. Puis là, les chars, ils s'en viennent. Ça fait... Je te jure, ça shake de partout. Mais t'es là, t'es dans la clôture. Le top du char, il passe. Il y a cette accessibilité-là qu'on ne peut pas aller chercher nécessairement dans des sports comme la F1. Puis la IndyCar, je pourrais pas dire. Là. Mais tu sais, au niveau de la F1... Je vais à tous les ans, puis on n'a pas d'accès à rien de ça. Renaud, tu le sais pas, mais François est un commanditaire d'une équipe de NASCAR Canadian Tire. Mais NASCAR Canada. NASCAR Canada. Tu t'impliques dans le NASCAR? En fait, on s'implique avec les partenaires qu'on a, puis ça l'a donné que ça fait 2 ans. Là, 2 ans. L'année prochaine, peut-être de quoi de big qui s'en vient, on verra. Là, mais la voiture de Dave Jacobs, dans le fond, qui était pilotée par Jean-Philippe Bergeron. On avait un commanditaire, on fournissait l'essence. Dans le fond, moi, j'ai une compagnie qui revend de l'essence. VP Race Fuel. VP Racing. La meilleure essence de course, oui. Fait que, c'est ça. Fait que oui, j'ai des belles photos là-dedans. Mais c'est cool, moi, j'adore ça. J'adore c'est des belles courses qui sont accessibles. Surtout au Québec, les pilotes sont bons, mais sont généreux. Puis, tu sais, ils viennent tous du coin. Ben, il connaît tout, tabarouette. Oui, mais non, mais je suis pas surpris que les Québécois embrassent le NASCAR comme ça, NASCAR Canada, en tout cas, là, parce que, justement, ça se pousse, il y a de l'action, puis on a beaucoup de vedettes d'ici aussi qui nous représentent en NASCAR. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que ça aille à un autre niveau quand même. Je pense que c'est un sport qui mérite, au Québec, entre autres, d'aller à un autre niveau. On a eu cette discussion-là il n'y a pas longtemps. Puis on a eu beaucoup de commentaires très généreux de la part d'Alan, qui est rendu président, Alan Labrosse, qui est rendu président de NASCAR Canada, dans le fond. C'est lui qui s'en occupe. Puis il expliquait que autant qu'ils veulent le faire, l'argent est un gros enjeu. Puis je pense que les Mexicains, ils en ont plus à donner que les Canadiens ou que les Québécois. Puis on le voit, là, ici, c'est difficile. Bon, mais Resplante, elle va s'en aller bientôt. Fait que c'est correct, mais tu sais, je veux dire, peut-être ça va aider avec ça, mais on parlait justement de la tenue d'événements majeurs de NASCAR, la série américaine. Oui. Il faut qu'elle vienne ici à Montréal. Mais c'est ça, c'est que ce que Alan nous racontait, c'est vraiment que Montréal compétitionne contre Dubaï, contre Mexico City, contre... Tu sais, je veux dire, c'est des gros... Mais ils sont venus pendant 2 ans. C'était avec la série à l'époque. Moi, j'ai adoré ça. Écoute, Jacques Villeneuve était là. C'était Carpentier. Écoute, Carpentier, c'était vraiment trippant. On mettait les meilleurs pilotes québécois. On les envoyait dans ces autos-là. C'était extraordinaire. Moi, j'ai jamais entendu un commentaire négatif sur ces courses-là. C'était passionnant. C'était accessible, comme tu viens de le mentionner. Puis je pense que les pilotes ont trippé. Parce qu'il y a une autre chose aussi. Je pense que la journée que tu vas montrer à tes pilotes NASCAR, là, tes meilleurs, c'est quoi Montréal, c'est quoi le circuit Gilles Villeneuve, je vais te dire de quoi ils vont vouloir revenir. Parce qu'ils vont vivre quelque chose d'extrêmement différent de leur quotidien. Mais toujours est-il que la ville doit backer, que la... mais ça, parce qu'à un moment donné, t'as raison. C'est bien beau, là, je veux dire, on le vit ici à Trois-Rivières, il y a beaucoup de pression qui vient de la municipalité au niveau des émissions, au niveau de... Je parle pas d'émissions de télé, mais émissions de gaz ou émissions, c'est quand même des gros événements majeurs. Fait que si l'argent n'est pas là puis il n'y a pas des retombées, même la F1 vit la pression à Montréal. Oui, puis mais on va en face un petit peu avec tout le côté environnemental, etc. Mais surtout au Québec. mais au-delà... Je vais contrer des histoires. mais je pense qu'il est temps d'avoir aussi une vision là, beaucoup plus ouverte. Je parle quand je dis
nous, les Québécois, là, puis ça inclut évidemment les élus, beaucoup plus ouvertes à ce que tout le sport, puis je ne parle pas juste du sport automobile, tout le sport peut amener à une communauté, à une province. Puis tu veux que Montréal ou encore Québec ou Trois-Rivières, les grandes villes de la province, passent à un autre niveau. Ouais. Tu ne peux pas toujours être l'enfant pauvre du reste du Canada ou des États-Unis. Il faut que tu puis je sais du même autre que c'est ce que nos élus veulent faire. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des critiques à gauche. Des critiques, il faut toujours en avoir. Ouais. Tu comprends-tu? Je comprends l'histoire de l'environnement. Il y a toujours des haters partout. Mais sais-tu quoi? Il n'y a pas, parlant de véhicules, il n'y a pas une autre province où il y a, au Canada ou même dans les États où il y a plus de chars électriques qui se vendent qu'au Québec. Ouais. Ça a un... Tu sais, je veux dire, tu es capable de te servir de ça en disant, on comprend l'environnement, là, mais à quelque part, les Québécois font ce qu'ils ont à faire pour l'environnement, puis acheter des véhicules électriques, si c'est mieux pour l'environnement, tant mieux. Mais c'est pas comme si, comme peuple, on tirait de l'arrière de ce côté-là. C'est nous autres qui lead. Absolument. Ah, mais c'est mieux. Ça là, tu trouves un débat. Non, mais on a-tu un auteur? Non, mais qu'on se serve. Ce que je veux dire, qu'on se serve de ce qu'on fait, nous, comme peuple, puis qu'on l'utilise en disant, hey, écoute, on est quand même la province là, avec le plus de voitures électriques qui se vendent. Là. On n'a pas de leçons à recevoir de personne. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. C'est un bon point. Les arguments sont là, en tout cas. Puis, t'es pas juste amateur de NASCAR, t'es amateur de moto aussi? Oui, j'en ai eu une, ma Suzuki Intruder 1500. Mais ça, j'avais ça. Tu sais, quand tu viens de l'Outaouais, si vous connaissez un peu l'Outaouais, le parc de la Gatineau, écoute, c'est phénoménal comment c'est beau. Tu peux te perdre là-dedans pendant des heures. Puis, tu sais, c'est faire de. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la moto. OK? Donc, c'était, entre guillemets, facile, dans le sens que tu ne croises pas grand monde. Tu comprends ce que je veux dire? Puis les routes sont belles. Les routes sont belles, tu comprends? Puis, mais quand je suis arrivé ici à Montréal en 99, ça n'a pas été long que je l'ai vendu. Parce que, première des choses... Je me demande pourquoi. Ben non, c'est ça. Ben, une des premières des choses, tu sais, des fois, la vie t'envoie des signaux. Je sors de RDS, puis il y a un gars qui a sa moto, là, whatever, sa Yamaha, je sais pas ce qu'il faisait avec. Là, puis là j'entends... Là tu es sur René Lévesque, Papineau. Là. Puis là, tu te mets à accélérer comme un débile. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu « Pow! » Oh! Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il a frappé le mur au bout. Ben, il n'a pas frappé un mur. Il y a quelqu'un qui l'a frappé. Je veux dire, là, j'ai fait « Hit, tabarouette ». Puis là, après ça, quand tu conduis à Montréal... Conduire à Montréal, c'est pas comme conduire dans l'Outaouais. Il faut que tu prennes le beat des automobilistes. Ils ont un rythme. C'est sûr, ben oui. Puis là, moi-même, je suis en train de couper des motos que je voyais pas. Là, j'ai fait, OK, time out. Tu es un motocycliste, puis là, tu vois, parce que tu conduis à Montréal, dans le rythme de Montréal, tu ne les vois pas. Ouais. Ça a été terminé. C'est pas une place, Montréal, pour nécessairement en avoir une. C'est sûr qu'après ça, j'ai vécu à Belleuil. Belleuil, c'est le Mont-Saint-Hilaire, etc. C'est de toute beauté. Ouais. Mais ça reste que, comme vous le savez, il y a de plus en plus d'automobilistes partout. Puis, les motos, là... Les gens, ils prennent pas soin des autres sur la route. Non. Je fais du vélo, puis on s'entend... OK, je dis pas du chauffeur, là, mais ouais, c'est... dangereux. Hey, mais quoi avec le nombre de comptes... ton vélo hein? Vélo à gaz. Avec le nombre de comptes qu'il y a à Montréal, peut-être qu'en moto, c'est mais anecdote, j'étais allé à Toronto en fin de semaine, puis j'ai revenu, là, puis genre, la personne en arrière, là, elle s'est réveillée quand on est arrivé au Québec, là. C'est-à-dire, là. C'est comme, hey, Rivière-Baudette, hey, boy! Bonjour, bienvenue en Ontario, là. Fait que, tu sais, imagine-tu, t'as raison. Puis les routes sont pas belles. Puis les gens à Montréal sont pas patients. Puis c'est correct aussi. Je veux dire, la circulation est tellement dense, c'est difficile. À partir de n'importe où, ça prend 1 heure de se rendre au centre-ville. C'est extrêmement pénible, tu comprends? Donc, mais au-delà de tout ça... si vous êtes, vous avez votre moto, soyez prudent, puis 2, faut pas que tu te retrouves dans des villes comme Montréal. C'est jamais ce qui peut arriver. En tout cas, mon feeling. Oui, bien, il y a l'aspect que, justement, qu'il y a des éléments que tu ne contrôles pas. Là. Non. Surtout à Montréal, écoute, tellement de monde, il y a des sens uniques, des ci, des ça, ils font les détours. Hein. C'est parce que c'est trop ancré à Trois-Rivières depuis trop longtemps. Hey, oui, parfait. Merci, mon Dieu. Pauvre toi, je sais pas comment tu fais, non mais... Je t'arrive sud, mais c'est correct. Oui, mais quand même, j'imagine que tu dois... Même si tu arrives sud, écoute, c'est dégueulasse. On s'habitue, je pense qu'on s'habitue, puis c'est quoi? C'est quand on sort de chez nous puis qu'on va faire le tour de la province pour aller représenter nos produits. C'est là qu'on se rend compte qu'on est stressant à tabarouette chez nous. T'as raison. Oh, oui. Raison. Non, puis c'est de plus en plus stressant. Ça n'a pas l'air de vouloir changer. T'as pas le choix parce que sinon... Non.
Mais non, motocross, au moins, tu contrôles tes affaires. Puis là, maintenant, je fais de la... C'est drôle, je fais de la moto depuis... ça fait 30 ans que je fais de la moto. J'avais pas mon permis de conduire de moto de route. Fait que... il était passé. Ouais. Ça, c'est malade, ça. Puis, fait que finalement, j'ai pas eu le choix. J'ai passé mon permis de moto parce que j'anime l'émission Motorsport.tv, TVA. Maintenant, TVA, d'ailleurs. Fait que c'est les autres qui m'ont forcé, ils m'ont poussé. Ben, tu sais, on va faire plein de tournages. T'as besoin de ton permis de conduire de moto. Bon, OK. Fait que là, j'ai eu aucun passe-droit. Il a fallu que je fasse les cônes et tout ça dans les stationnements. C'est le fun. Puis oui, c'est le fun. les profs me disaient, Ben, ralentis. Moi, j'étais comme ça sur le cruise control. Je faisais des ronds autour de tout le monde de même, tu sais. Puis c'est ça, fait que là, devenu pilote de moto officiel, mais ma blonde ne va même pas embarquer avec moi. Elle dit, non, elle dit, je veux pas aller sur l'autoroute, elle trosse pas. Qu'est-ce que tu as comme moto? Tu as une motocross, tu dis? J'ai une moto, évidemment, j'ai un 450, right? Mais j'ai une moto aventure. Okay. Fait que c'est comme le segment qui est le plus en vogue maintenant là, dans les ventes. Là, moto aventure. C'est une Husqvarna. Oui, Husqvarna, la Norden 901. OK. Puis c'est le fun. Dans le fond, c'est comme les motos, un peu les principes qu'ils faisaient les Paris-Dakar, tout ça. Là. Ouais, c'est un petit peu le même look, là, tu sais. OK. Puis, fait que ça a des tailleurs cramponnés, ça donne une bonne suspension, c'est super confortable. Tu peux aller autant dans des routes de gravier. Okay. C'est vraiment le fun à conduire parce que justement, tu peux faire un peu de tout. Tu peux faire off-road avec un peu? Ben, c'est parce que, mettons, tu veux te taper un trip de moto. Là. Tu dis, hey, je vais en bas sur la Côte-Nord. Là, mais tu peux aller n'importe où. Tu peux aller sur le bord d'une plage. Tu peux aller. Tu as des pneus avec des crampons. C'est ça, tu as une bonne suspension. Ben, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ça. Puis j'ai vraiment découvert j'ai redécouvert la moto. Parce que, tu sais, je faisais du motocross, je faisais du freestyle. Puis c'était tout le temps compétitif. Puis c'était plus de temps pour le fun que ça. Oui, évidemment, c'était le fun. Tu avais perdu ton sentiment de liberté sur la moto. Mais là, j'ai découvert un sentiment de liberté que je connaissais pas vraiment, justement, de ne pas avoir l'aspect compétition puis de pression en arrière de ça. Regarde, on s'en va, on est avec des chums. Regarde, on découvre un coin écœurant, paf, on va là, on va manger là, on rencontre d'autres motocyclistes qu'on connaît pas. Fait que, ça a peut-être donné goût à Renaud de racheter une moto. Il va pouvoir sortir de Montréal par-dessus les chars à la place de... C'est ça, mais je me rappelle parce que je vous écoute parler, tu sais, puis je sais pas si vous avez le même feeling. Moi, mon père a toujours eu des motos, mais le feeling de faire de la moto pour la première fois, le sauter sur puis là, c'est toi qui le conduis. Je ne saurais vous dire, malheureusement, parce que j'ai toujours eu peur de ça, moi, dans ma tête. Mais continue, le feeling. Moi, la moto, tu as un feeling de liberté que tu ne peux pas... Je ne suis pas capable de te l'expliquer. Ça ne peut pas se quantifier, ça ne s'explique pas. Puis je suis convaincu que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont comprendre, ça devient comme une drogue. Parce que ce feeling-là, tu veux le garder. Puis tu sais que quand tu embarques sur ta moto, puis les gens, on va se le dire, 95, sinon 99% des motocyclistes sont prudents, là, font ce qu'ils ont à faire, là, tu comprends? C'est pas des fous dangereux là, qui sont sur la route, c'est des gens qui veulent justement ce sentiment de liberté-là. Mais quand tu l'as pour la première fois, puis tu es capable de le garder dans tes petits voyages que tu fais, que ce soit pas loin autour de la maison, c'est écœurant. Moi, il y a un de mes voisins, il vient de s'acheter une nouvelle Harley, là. Je le vois, là. Je le vois comment il trippe, puis je sais qu'il trippe, là. Puis je suis content pour lui. Puis là, il dit « Oui, mais ça coûte cher. » Je dis hey, « T'as combien de vies? T'as-tu 15 vies? T'en as combien? T'en as une? Tu comprends? Profite même du si moment. Même si là pour 2 ans, profite du moment. Puis, tu sais, c'est drôle ce que tu dis, parce qu'il y a certaines marques comme ça que c'est plus que la moto, c'est une religion. Une religion. Harley, ça n'est c'est comme un peu Ferrari. Tu comprends? Ceux qui adhèrent à Ferrari, parlent pas de McLaren. Ben non. Ceux qui adhèrent à Harley, parlent pas d'un Suzuki Intruder 1500. On dit, de quoi tu parles? Hey, je me faisais arrêter par la police parce qu'il me disait que ma moto... Je me faisais toujours arrêter par la police à Hull parce qu'il disait, ta moto, c'est pas une Suzuki. Je sais quoi d'abord? Ben, c'est une Harley. OK, c'est une Harley Davidson. M'a enlevé le Harley Davidson, m'a collé Suzuki. Mais voyons donc, tu faisais bully. Non, mais il n'y a pas de policier qui t'a dit ça. T'as pas eu besoin de dire ça à un policier pour vrai, là. Je te le jure. Ben voyons donc. Je me faisais coller, je vous le jure, là. Je sais pas ce qui se passait dans le terrain. Je me faisais coller c'est vrai que une fois par semaine. Le look peut faire ça. On s'entend que c'était pas un connaisseur. La police t'a arrêté, là. Non, mais je pense que aussi c'était une époque, j'espère qu'elle a changé, où il arrêtait n'importe quel motocycliste juste pour l'écœurer, tu comprends? Les motocyclistes n'ont pas toujours eu
bonne réputation au Québec. Ils pensaient que tu étais un moteur, peut-être. Probablement. Non, mais ça fait partie... Non, mais tu niaises, mais ça fait quand même partie de ça, tu sais. Ben oui. Tu as des problèmes de gangs de rue à l'époque, avec pas juste les gangs de rue, mais évidemment les Hells Angels, etc. Tu sais, quand tu t'habilles, là, puis je sais que ça n'avait pas un Harley, là. Jeans, puis tu sais, mais tu t'habilles comme un petit bum, là. Non, mais on va se le dire, là. Quand c'est l'image. Même si c'était ma Suzuki Intruder 1500, là, puis je sais que c'est pas un Harley, mais tabarouette, tu sais. Et t'as quelle couleur ta moto? Elle était noire, avec toutes les pipes en argent. Fait que t'avais un petit look quand même bad boy, là. Cuir. Oui, j'étais très bad boy, là. Non, mais tu sais, même pas des vrais casques de moto, là. Tu sais, les petits casques d'armée, que tu mettais ton collant en dot en arrière, là, tu sais, toi-même. Tu sais, à ne pas faire, mais... Tu customisais ton casque? Oh, oui, ben oui. Non, mais tu sais, bum, là, tu sais, genre, tu pouvais faire de la moto avec mon chandail de Mark McGuire, des Cardinals, tu sais, là. Tu comprends, là, mais c'est une autre époque, tu comprends? Oui. Puis là, ben, tu te faisais coller... Le paquet de cigarettes sur l'épaule. Non, en tout cas, les gens qui vont voir Renaud avec son habit la prochaine fois à TVA Sport, ils vont se poser, ils vont se dire, ça a évolué. Tu sais, c'est ça aussi la beauté de la chose, c'est que, tu sais, au-delà de la télé, tu as une vie, hein. Tu es capable... Mais c'est sûr que... Liberté, moto, liberté, paf. Tu sais, tu es capable mais c'est une autre époque aussi, là. Je veux dire, j'avais pas la même, si tu veux, rôle qu'aujourd'hui non plus. Je faisais de la radio, commençais un peu à faire de la télé un peu, là. C'était pas le même exposure, tu sais. C'est pas la même genre de bébête, disons. Fait que là, prochaine moto, ça va être quoi? Ah, c'est sûr que ça va être une Harley. mais je le sais pas. Tu sais, j'ai une petite fille qui a 7 ans, Charlie. Tu sais, je veux dire, en même temps, tu as toujours ce côté-là. C'est question, surtout à regarder comment les gens conduisent. Hein, c'est ça. Tu sais, si tu me dis, regarde, Renault, un jour, tu vas retourner vivre dans l'Outaouais. Mettons, on projette, on regarde la boule de cristal, puis je retourne vivre dans l'Outaouais, c'est sûr que je vais y penser à ce moment-là. Ouais. Ou, mettons, je prends ma retraite, puis je reste dans mon secteur à Belleuil, tranquille, mon Saint-Hilaire, tu sais, c'est super paisible. Ouais. Mais tu sais, pas, hey, Renault, viens me rejoindre au centre-ville de Montréal. Non, on ira pas en moto. Et puis Renault, tu sais quoi, Harley Davidson font des motos électriques en plus. En plus. Ils ont un modèle électrique. Mais peut-être que ça pourrait t'intéresser. Ben, j'ai maintenant, je sais que ça va renverser des gens, mais je roule avec un véhicule électrique présentement. J'avais. Il est parfait, ce Renault-là, mais oui. J'avais un Jeep Wrangler. J'ai longtemps eu des Jeep Wrangler pendant 10 ans de temps. Très bon véhicule, des Jeeps. J'adore. Bernie Crépeau, notre partenaire, on le salue. J'adore. Puis là, écoute, malheureusement, je voulais le garder. Tu as acheté le Jeep électrique? Il n'est pas encore sorti. Oui, il y en a un, mais 40 km seulement d'autonomie. C'est pas assez. Puis je sais qu'il y a un électrique qui sort, mais là, j'avais plus vraiment le temps d'attendre. On va se le dire d'une manière ou d'une autre. Au Québec, là, puis je voyage beaucoup. Moi, je ne parlerai pas de la Floride où il n'y a pas de taxes, là, puis blablabla. Mais mettons qu'on va on va comparer des pommes avec des pommes. Je m'en vais il y a 2 semaines à New York, justement, Islanders, le Canadien qui jouait là-bas. Puis je regarde le prix de l'essence. OK. Là, je le trouvais pas cher, le prix de l'essence. À New York, New York State. Au gallon US. Là, attends. Je le trouve pas cher dans un État similaire au Québec où on taxe sur à peu près n'importe quoi. Achète pas un paquet de cigarettes à New York, il va coûter je ne sais pas combien. Bon, un peu comme ici au Québec, mais je fume pas. Mais là, l'essence, là, je fais la conversion du gallon en litres, puis je fais 1 fois 1,4 pour le taux de change, OK? Il est à 1,5. Wow. Nous autres, on est à 1,60. Je veux dire, au Québec, on se fait siphonner. Il n'y a pas un autre terme. Puis je veux dire, ça prend pas vraiment un génie pour dire, ben ça va me coûter pas mal moins cher si j'ai un char électrique qu'un char à gaz. Ouais. À un moment donné, il y a des limites à ce que je pense que le consommateur peut payer. Puis on le sent, là, on le voit, là, les nombres de véhicules électriques qui sortent au Québec, c'est fou, là. Puis il y a évidemment des subventions qui vont arrêter le 1er janvier aussi, qui vont être réduites. Ouais. Ça reste que je pense que les gens trippent quand même ces véhicules-là. N'oublie pas qu'on est une des seules places au monde où c'est quasiment écologique de faire de l'électricité. Ça, c'est l'autre chose. Ben, en fait, la seule. Ça favorise quand même cet aspect-là. Puis moi, j'ai rien contre les véhicules électriques, évidemment, dans le sens que tant aussi longtemps que c'est une question de consommation. Parce que quand ça devient une question d'écologie, ben on s'entend qu'il y a d'autres problèmes avec les batteries lithium, il y a d'autres affaires. Fait que, c'est pas le bon argument pour le vendre. Par contre, ici, tu as raison qu'au Québec, l'autosuffisance d'électricité pourrait amener cet aspect-là et réduire le frais. OK, on va soulever 2 choses. Ton 1,5 puis ton 1,60, la différence, c'est des taxes. Ouais. Fait qu'éventuellement, ben, ton électricité va se faire taxer aussi parce que la journée ça, c'est sûr. Mais, fait que, ça l'amène cette problématique-là. Mais c'est pour ça que je pense que, tu sais, la fameuse, c'est quoi, en 2035? 2035. Bon, mais ça se peut pas. On peut pas faire ça pour plusieurs raisons, puis juste même pour des raisons de sécurité.
Juste pour des raisons de sécurité. Là. Je ne te parle pas de sécurité sociale. Là. Je te parle de sécurité. Hey, time out, là. Il arrive de quoi avec tes barrages? Là? Il n'y a plus d'électricité là, pour une raison X, Y, Z. Là. Ces barrages-là, là, on en met de l'argent pour les garder encore debout. Là. Je veux dire, pour une raison de sécurité pour nous, Québécois, il faut que la voiture à gaz soit encore disponible. Mais de plus en plus, on entend que le futur va être plus un hybride. Hybride. Un moteur à combustion quelconque et une électricité. Donc, amener cet aspect-là, c'est ce qu'on entend beaucoup parler présentement. J'espère. Mais, tu sais, je pense que c'est le meilleur. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes. L'hybride, moi, j'irais vers ça. Fait que t'as un petit peu des deux. Ben, pour ton daily, daily, ça permet de faire ton tour de véhicule au niveau électrique pour aller au centre-ville, pour aller travailler, pour ça. Mais dès que tu sors de là, à un moment donné, ça devient une autre gestion. Puis là, je pense ton moteur à combustion. Mais ton moteur à combustion va venir te sauver exactement la journée qu'on va tomber dans la grande noirceur. Tu sais, je veux dire, ça fait. Il y a quand même une question de. Tu sais, moi, c'est sûr à 100% que c'est 2035 qu'on n'a plus le droit d'en vendre. C'est sûr qu'en 2034, je vais avoir 2 véhicules, puis il y en a un qui va être au gaz. Je veux pas être pris avec un jour, ça se peut que. Il y a un problème, puis que là, comment je vais faire pour aller travailler, moi? Non, mais comment je vais faire pour... Non, mais tu comprends? Il y a 100 personnes qui attendent pour une borne. Non, mais à un moment donné, il faut penser aussi à des questions de sécurité. Là, à tous les jours, là, je vais faire mon... Là, j'aime ça rentrer là-dedans. Tu sais, on écoute là, dans les nouvelles, pas les nouvelles, je veux dire les publicités à la radio, à la télévision. Hey, branchez pas toutes vos affaires en même temps. Hey, choisissez quand est-ce que vous allez faire. On n'arrivera pas à subvenir pour les points de cet hiver. Quand on va tous les chars électriques, on va faire quoi? Je l'ai entendu, je pense à ma cette publicité. Là, ils parlent tout en même temps là, parce qu'ils sont en train d'utiliser la télé. Puis là, je suis comme, OK, fine, j'ai pas de problème. L'hiver est passé, là, pliez-moi l'hiver. Partez pas votre sécheuse en même temps que votre four à... Si je le fasse quand, on met mon lavage à 2 h du matin. T'sais, pour moi, il y a un non-sens qui s'établit par rapport à ça. Au total, est-ce que je vais rentrer dans la politique? Non. Mais tu sais, au bout de la ligne, tu vas pas m'imposer mes choix non plus. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est extrêmement important de garder nos choix. Peu importe ce qu'on fait dans nos vies, la voiture à essence existe et depuis longtemps, puis il y a une raison pourquoi elle existe. Puis de commencer à imposer à tout le monde une façon de vivre pour des raisons X, Y ou Z, tant d'arrêts demandés, tu comprends? Puis, mais je pense qu'aussi, c'est une question... Puis je comprends aussi pourquoi que les gouvernements disent en 2035. Mais à un moment donné, on est en 2024, c'est un autre 11 ans, il y en a des affaires qui peuvent se passer. Puis d'une manière ou d'une autre, juste pour une question juste de sécurité, je pense que ça serait complètement... Tu sais, ton point est très bon. À un moment donné, tu peux y aller avec du hybride. Mais je vais le répéter, le Québec n'a vraiment pas à rougir présentement de ce qu'ils font de ce côté-là. Bien, surtout que tu dois faire le tour de l'Amérique assez souvent, que tu dois en avoir des choses. J'en vois beaucoup de choses, mais en même temps, moi, je respecte ça. Je veux dire, impose pas une vision. Tu comprends? Les gens, chaque individu a le droit d'avoir sa vision. Je pense pas qu'on est en train de complètement détruire tout au complet parce que on a des véhicules à essence versus électrique. Tu l'as mentionné. Véhicule électrique, c'est aussi très polluant. Ben oui. C'est aussi très C'est l'avant puis l'après. Si l'offre fait du sens, on n'est pas tâtant à temps plein non plus. C'est sûr que les gens vont y aller vers cette option-là. C'est comme le transport en commun. Là. Moi, j'ai habité en Chine. C'est une chose, ça. Non, mais j'ai habité en Chine. J'allais souvent à Hong Kong. Écoute, Hong Kong, là, sont des années-lumière en avant de nous autres, côté déplacement, mobilité. Là, écoute, c'est facile. Fait que c'est un no-brainer que tu veux aller vers des transports collectifs parce que c'est facile, c'est simple, c'est vraiment rapide. Oui, mais tu sais, on met ça en place à Montréal présentement, puis on vit la haine complète parce qu'il a arrêté pendant 12 minutes à l'heure de pointe à la place de juste dire « Hey man, c'est donc bien hot le nouveau système de transport. » À la place de mettre des stationnements, on en enlève. À la place... Tu sais, c'est comme... Ça n'a pas de bon sens. Mais tu as raison sur ce que tu dis, ils sont dans les années-lumière, mais la culture n'est pas là présentement. Non, c'est ça. Je sais pas, tu restes à Belleuil. Moi, je suis de l'autre côté, la Rive-Sud-Ouest. Je le vis. Moi, j'ai hâte que je puisse partir de Brossard et m'en aller directement à l'aéroport de Dorval en REM, rentrer, rouler en dedans. Ils arrêtent le REM. Là. Ils ont des problèmes. Non, mais... Il n'y a pas des pannes. J'entends ça à la radio. C'est ce qu'on entend, mais est-ce qu'on l'a dit qu'il a roulé pendant 9 jours consécutifs sans arrêter, par exemple? Tu comprends-tu? L'autre chose qui est très importante dans tout ça, c'est que tu dis aux gens, prenez le REM, qui est une idée extraordinaire. Mais tu arrives après ça dans le stationnement, puis à l'heure de pointe, ils te prennent la moitié du stationnement, qui est plus gratuit. Ils te le font payer à coût de 10, 20, 25 $, 30 $. OK, bien là, à partir de ce moment-là, je vais prendre mon char, je vais aller directement au centre-ville de Montréal. C'est quoi faire 5 étages de stationnement?
Parce que je lance ça de même. Là, si l'alternative ferait du sens, puis il y aurait du stationnement, puis ça serait, les gens sont pas fous. Les gens ne sont pas fous. Si tu fais du transport en commun qui fonctionne pour tout le monde, pourquoi tu prendrais ton auto pour aller au centre-ville de Montréal ou encore à l'aéroport? Tu fais à Vancouver, tu sors de l'aéroport de Vancouver, tu embarques dans le train électrique, malgré tout, puis tu t'en vas direct. C'est comme, c'est pas compliqué. C'est pas mal mieux en passant. Même à Toronto, tu es au centre-ville de Toronto, tu t'en vas directement à l'aéroport Pearson, c'est direct, c'est un train électrique qui t'amène directement là-bas. On est rendu loin mais c'est parce qu'on revient un peu à la question, le transport, c'est important. C'est dans des villes immenses comme Montréal, entre autres, il faut que ça fonctionne. C'est vrai. Les gens vont y adhérer. Mais tant que ça fonctionne comme ça, tu vas en avoir des bouchons. Moi, je te sors ça léger. Ta ville préférée à voyager dans le hockey, c'est laquelle? Oh, ça, c'est le fun. On change de ville. Oui. Ça, c'est le fun. Ça, c'est des belles questions, ça. Il y en a quelques-unes. À part Tampa, parce que c'est là, mais j'aurais été avec Nashville. Non, c'est pas mon... Non, pas... Non, ça, c'est une autre histoire, ça. Parce que... Non, mais le monde qui va à Nashville, il y a une rue à Nashville. OK? Je veux dire... Puis... Il faut que tu sois là, un party animal. Là. Mais rendu à mon âge, là, je m'excuse de dire ça. À mon âge, là. D'après moi, t'es pas pire encore. Non, mais tu sais, je veux dire. Je vais dire LA. Je sais pas pourquoi. Il y a comme un aspect mythique d'aller dans l'ouest californien. LA, c'est pas très beau. À part non, mais je parle Venise, whatever. Manhattan Beach, tout ça. Mais moi, je te dirais, si là. Non, New York, une ville. Madison Square Garden. Il l'a dit tantôt, Ottawa. Non. Boston. OK, là, oui, il va le dire, là. Vous avez un trip à faire, OK? Puis vous voulez voir la plus belle ville des États-Unis. Il n'y a rien qu'à côté de ça. C'est Chicago. Allez-y pas au mois de décembre, janvier, février. Là. Laissez le printemps arriver ou encore, allez-y soit l'été. L'été, c'est incroyable. Mais si vous voulez voir du sport, mettons les Bears, tout ça, vous pouvez y aller au début de l'automne. C'est une grosse destination, Chicago. C'est de toute beauté. Il n'y a rien de plus beau que ça. Moi, puis ma plus vieille fille, Noémie, à toutes les années, on se book une fin de semaine. On part le vendredi, on vient le dimanche soir. Tu manges bien, les gens sont beaux, les gens sont fins. La ville, là... Tu sais, quand ils s'en occupent. C'est quoi s'occuper d'une ville? C'est l'automne, parfait. On prend tu sais, Michigan Avenue, c'est immense. Tout le milieu de Michigan, on met juste des fleurs d'automne dans les côtés. On a des fleurs partout. Tu sais, ils réfléchissent, puis ils se disent, on va faire quelque chose de beau, puis les gens vont dire, hey, moi, je veux revenir ici. Oui, mais est-ce qu'ils ont des pistes cyclables comme à Montréal? Non. Moi, je me souviens, c'est quoi le reportage? C'est pas Théorène Fleury qui nous parlait, quelqu'un qui se promenait à Chicago à côté du United Center. Mais ça, c'était vraiment comme un Dead City, whatever. Oui, mais ça, c'était à peu près, mettons, en auto, c'était à 10 minutes du centre-ville. Okay. Moi, je te parle d'un trip, là, puis même aller voir les Bears. Les Bears, tu peux partir du centre-ville, tu marches pendant 1 heure, tu t'en vas au Soldier Field, qui est sur le bord de l'eau. C'est incroyable. Je veux dire, puis c'est une visite au Wrigley Field, pas Wrigley. Cubs. Oui, c'est ça. Dans le pit en arrière, l'après-midi, c'est incroyable. C'est de toute beauté. C'est une ville extraordinaire. Donc, ça, moi, ma recommandation, ce serait beaucoup Chicago. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup la Floride, pour plusieurs raisons, là. Mais surtout l'hiver. Mais tu vas là, puis tu triples. Le Tampa, là, c'est une ville, entre quand j'allais voir Vincent, qui est arrivé en début des années 2000, 2004, 2004, ils ont gagné cette ils ont gagné la Coupe, début des années 2000. 2019, je pense. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, la ville est complètement transformée. C'est une ville vivante, c'est une ville qui grandit, c'est une ville jeune, c'est une ville où on mange extrêmement bien. C'est une ville sécuritaire. Tu as plein de belles choses dans la ville de Tampa que, si tu me demandes, les deux villes, là... c'est ma découverte. Si vous avez des questions à propos de vos voyages, contactez Renaud Lavoie sur les réseaux sociaux de maintenant. J'ai une autre question. Je vais dire un nom à Renaud, puis je vais voir sa réaction. Ouais? T'aimes-tu ça interviewer Gary Bettman? Oui. Oui? Je suis sûr qu'il est super généreux, mais tu sais, comme personnage... Renaud, non? Nordique de Québec. Écoute, ça, c'était dans mes notes. Parce que c'est pour ça que j'allais là, Gary Bettman. C'est pour ça que j'allais là. T'as fait des vagues avec ça dernièrement. J'ai entendu Nordique de Québec. C'est parce que les gars, puis je blâme pas Gary nécessairement. Je peux le blâmer. Mais en même temps,
faut qu'on se regarde nous autres aussi. Là. Ben oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas juste Gary Bettman. Non. Gary Bettman a dit quelque chose d'important. À la dernière réunion des gouverneurs, au début du mois d'octobre, il a dit la chose suivante. Ben oui, il n'y a pas de problème avec Québec. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Moi, je veux amener un club là. » Il l'a pas eu, ce gars-là? Oui, mais attends. Oui et non. Parce que quand il a eu ce gars-là qui était prêt à le faire, c'était oui et non. réceptif, Oui et non. En réalité, c'est que la journée que tu décides que tu achètes un club de hockey de la Ligue nationale, c'est que tu mets un montant d'argent sur la table et tu dis « On va l'acheter. Okay. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est important. Mais là, présentement, au Québec, Pierre-Carl Pellado, président de Québécois, lui est propriétaire, évidemment. Lui, ce qu'il dit, c'est « Je veux être propriétaire d'une équipe de la Ligue nationale, mais je ne veux plus être le seul propriétaire de l'équipe. Je veux amener un club à Québec, mais je vais me prendre un pourcentage. Je veux pas un modèle d'affaires. Avoir des partenaires financiers. C'est ça. Bon. Puis, je trouve qu'au Québec, quand Pierre-Carl a annoncé ça un peu tout le monde au mois de février 2024, pas entendu beaucoup de monde lever la main en disant « Moi, je veux faire partie de l'aventure. » Tu comprends? Ce qui m'amène un peu, d'une certaine façon, au reste du Canada. Je le sens pas plus non plus. La chose qu'il faut comprendre, puis je vais être clair, là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une équipe qui s'en vient à Québec demain matin. Mais il y a une réalité. Tu as un amphithéâtre de toute beauté à Québec qui est standard Ligue nationale. Les joueurs qui passent par là l'ont tous dit qu'ils n'ont rien à envier à personne autour de la Ligue. Tu regardes la ville de Québec, c'est une ville extraordinaire, de toute beauté. Les joueurs, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale me disent qu'ils veulent aller jouer là. Pourquoi ils me parlent de ça? Que ce soit Sidney Crosby, Nathan McKinnon parce qu'ils ont joué au Vieux-Colisée, ou encore parce qu'il y a eu la Coupe du Monde en 2016. Tu avais l'équipe nord-américaine avec les jeunes qui a joué contre l'équipe européenne. Tu as les Leon Draisaitl de ce monde qui étaient là. Peu importe, Connor McDavid, ils étaient là, puis ils l'ont vécu, puis ils savent c'est quoi Québec. Puis ils ont trippé, puis ils ont compris c'était quoi d'arriver dans une vraie ville de hockey avec des vrais fans, puis avec du monde qui aime ça. Une vraie ville de hockey, exact. Oui. Moi, mon point, c'est le suivant. OK? Aux États-Unis, là, il y a du monde qui ont de l'argent, là. Ils l'ont l'affaire, les Américains. Non, mais ça Non, mais l'argent, il y en a pas mal plus là-bas qu'il y en a ici. Là, il y en a, là. Ben, Mais il y en a tellement que les gens ne savent même plus quoi faire avec. Là. Des gens qui sont millionnaires, je pense que j'ai lu qu'il y avait à peu près 10 à 20 millions de millionnaires aux États-Unis. Juste millionnaires. Ben oui. OK? C'est énorme. OK, c'est énorme. Ensuite, des milliardaires. Il faut comprendre une chose. Être un milliardaire, quand tu lis là-dessus, que ce soit dans le Wall Street Journal ou peu importe les revues ou magazines ou journaux économiques qui existent, tu vas t'apercevoir que c'est des gens qui, se tiennent ensemble, évidemment, mais qui socialement se connaissent beaucoup. Mais aussi, c'est du monde qui aime ça, jaser entre eux autres. « Hey, toi, tes Rams, comment est-ce qu'ils vont? Il me semble cette année, tes Rams, c'est un petit peu plus difficile. » Puis ils aiment ça, être propriétaire de ces bébelles flashy-là. Ouais. C'est une bébelle flash, tu comprends? Boys Club. Ouais. Puis là tu arrives, là, puis mon point est le suivant. Les Kings de Los Angeles. Combien de Québécois écoutent les Kings de Los Angeles là, le soir, à 10 h? Moi, j'en connais pas beaucoup. Non. C'est très tard. Ça dépend si je dors ou je dors pas, mais c'est à peu près ça. Ouais, tu comprends? Il n'y a pas personne dire, qui l'écoute. Non, je veux dire, pas vraiment d'attachement à Québec et au Québec pour les Kings de Los Angeles nécessairement. Ils arrivent à Québec. OK, tu vas me dire, premier soir, je compte les Bruins. OK, c'est le fun, les Bruins. Au Québec, là, c'est le deuxième plus gros marché des Bruins en passant. Donc, je comprends qu'il y a du monde. Le match après, là, le samedi, là, c'est contre les Panthers. Je comprends qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, mais c'est pas vrai que le Québécois est attaché. Même s'il va devoir voir les Panthers, c'est pas le même attachement. Tu remplis ce building-là 2 soirs avec des joueurs plus ou moins connus, match hors concours, puis là, le monde font... Tu penses-tu vraiment que personne n'a vu ça? Que personne, dans la Ligue nationale, a vu que tu as 2 soirs qui ont été pleins. L'autre chose, trouve-moi un autre endroit en Amérique du Nord où les Kings auraient pu jouer 2 matchs préparatoires puis remplir le building. Donne-moi un. Donne-moi une ville. Il aurait pu venir à Montréal, mais on l'aurait fait pareil. Mais tu veux dire, la question, c'est qu'il n'y a pas d'autres villes. Non, exact. Tu sais, mettons, Kansas City, tu n'aurais pas pu faire ça. Houston, tu n'aurais pas pu faire ça. Je peux te garantir qu'il n'y a aucun autre endroit. Les fans de Québec, ce qu'ils ont fait, il n'y a pas 100 000 façons de lancer un message. Tu achètes ton ticket. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont acheté leur ticket. Ils ont lancé un message, puis ils ont dit, pas à Gary Bettman,
aux fans. Mais on dit aux 32 gouverneurs de la Ligue, on existe, puis on est pas mal plus relevant que vous pensez. Puis 2, ils ont dit après ça à d'autres gens qui un jour aimeraient ça avoir une bébelle, là, hey, ici, là, on est prêt. Ouais. Puis t'as pas besoin de construire l'amphithéâtre. Puis t'as pas besoin d'un million d'affaires. Je pense que tu es en train de dire que ça a peut-être flashé des yeux à des riches Américains qui auraient peut-être le goût d'acheter une bébelle puis de l'amener ici. Parce que là, le problème que tu as soulevé au début, puis on l'a vécu à Montréal avec les expos, on a eu beau remplir le stade olympique 2 soirs en ligne, pareil, pour les Blue Jays. La journée qu'il n'y a pas personne qui lève la main pour dire j'ai de l'argent pour mettre ça à table. Le stade olympique, c'est un stade de Je suis d'accord. C'est un autre. Mais les années 80, il était plein pareil, tu comprends-tu? La question, c'est que si tu as un spectacle intéressant, tu vas attirer du monde. Oui, le stade dans le bassin pile, il aurait été extraordinaire, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, mais tu sais, la question, tu as raison, ils sont game ready. Mais il n'y a pas personne ici qui a levé la main encore pour dire j'ai de l'argent. Hein. Mais c'est ça. Là, tu me parles de tous les expos? Non, je parle de Québec. La passion est là. Ça, on le sait. Les expos, d'une manière ou d'une autre, le baseball, c'est impossible qu'il y ait des matchs de baseball, qu'il y ait une équipe qui joue de façon régulière dans le stade olympique. C'est un stade, avec raison, qui a été jugé non conforme aux règles de la MLB. Je faisais une comparaison avec Québec. Non. C'est ça qu'on a un milliard dedans. Mais la question, c'est qu'à Québec, même si on fait le statement, puis tu sais, même moi, j'y ai pensé, disais, hey, si j'avais été disponible, je serais monté à Québec, aller prendre mon billet, amener mes kids. Je pensais que tu étais pour dire que tu aurais embarqué dans le groupe peut-être d'investisseurs pour VP Race Fuel de NASCAR. Mais on va arrêter de commanditer Ben Milo. Non, mais je vais donner un exemple. Toi, tu penses pas qu'il y a des gens, là, des gouverneurs autour de la table, là, ils n'ont pas besoin de dire quelque chose. Ils n'ont pas besoin d'aller public. Ils n'ont pas besoin même de faire le commentaire devant Gary Bettman. Mais quand on a décidé de passer de la grange, des sites, l'amphithéâtre est plus gros qu'est-ce qu'il y avait en Arizona. Qu'est-ce qu'il y avait en Arizona, OK? À Salt Lake City. Là, tu vas te dire, wow, c'est le fun. Au time out, là. Salt Lake City, c'est combien de personnes? C'est 1 million de personnes. Si je parle de la région Québec. C'est similaire à Québec. C'est similaire à Québec. T'as combien de gros fans de hockey à Salt Lake City? Vraiment? Moins qu'à Québec, je vais te dire peut-être 50 000. Peut-être. Dans un amphithéâtre de 10 000 personnes? Là, tu regardes ça, tu te dis, tu penses, il y a des gens, là. Il y a des gens qui ont fait « Wow. C'est beau, là, quitter là, la région de Phoenix, là. Mais on est-tu vraiment plus avancé? » Là, je vais te dire, c'est quoi la différence? C'est que tu as un gars qui a son club, le Utah Jazz, dans la NBA, qui lève la main, M. Ryan Smith, puis qui dit « J'ai de l'argent », qui a été voir Gary, puis qui a dit « Je suis prêt à prendre un club n'importe quand. » Puis Gary, ben ça l'a allumé assez vite quand il s'est aperçu qu'il est resté dans l'Ouest américain, puis il l'a laissé pas loin. C'est ça. Mais il y avait son propriétaire qui a levé la main. La situation à Salt Lake City n'est pas idéale du tout présentement parce qu'il va falloir que tu mettes beaucoup d'argent pour reconstruire ce building-là. Présentement, tu n'as pas plus que 10, 11 000 personnes qui peuvent aller voir des matchs. Puis je ne suis pas convaincu qu'il y a un engouement pour le hockey. Ça se bâtit, OK? Ça se bâtit. Ça dépend s'ils gagnent des games. Ça a bien parti avec les matchs préparatoires aussi qui ne permettent pas. Mais ils vont reconstruire le building, ils vont faire les choses de la bonne façon. Je pense que tout le monde a confiance en Ryan Smith. Mais c'est ça que la Salt Lake City avait plus que nous. Il y avait quelqu'un qui était capable de lever la main. On lance un appel à tous les milliardaires qui écoutent Gasoline podcast. Les commentaires. Tu comprends? Puis c'est des gros montants d'argent. C'est $100 américains. Est-ce qu'un Américain qui serait à Utah, mais là, toi, tu en as vu d'autres, puis tu en as vu des discussions. Ton Américain qui est à Utah, qui dit hey, « Moi, j'en ai de l'argent, puis il viendrait-tu l'établir, son club, à Québec, ou à cause au niveau fiscal, puis au niveau de l'argent, puis au niveau du transfert, il ne viendra pas à Québec? » Au contraire. Il y a 40 des dollars US, il y a 40 cents dans la pièce. Mais après qu'il est exploité ici, il n'a pas plus. Là, il va le reconvertir de l'autre bord. Écoute-moi bien. C'est d'une manière ou d'une autre. Parce que je le souhaite de retour. Moi, je ne suis pas contre ça. Je vais toujours avoir mon avocat du diable. Je vais te dire une chose, OK? Tu as des propriétaires dans la Ligue nationale de hockey qui sont là pour faire de l'argent. Okay? Gary Bettman, d'une manière ou d'une autre, ne veut pas voir d'équipes qui perdent de l'argent. C'est normal. Tu es un businessman. Là, mais il faut comprendre une chose. Il y a des propriétaires dans la Ligue nationale de hockey qui ne sont pas là pour faire de l'argent. Qui sont là pas pour en perdre non plus. Okay? C'est un compte de dépenses? Ben, leur argent, là, il est fait ailleurs, puis il se fait ailleurs. Okay? Ils dorment le soir, puis ils entendent les pièces rentrer. C'est un trip. OK? Mais c'est parce qu'eux autres, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent gagner.
ils veulent une coupe. Puis ils veulent le nom sur la coupe. Puis ils trippent sur la coupe. Puis comment tu fais pour gagner? Parce que quand tu es un multimilliardaire, il y a des gens, là, qui c'est à coût de 50 milliards et plus, là, à un moment donné, ton argent est fait, ton trip, ton fierté arrive d'ailleurs. Tu vas le trouver comment? Moi, je suis capable de bâtir un club gagnant. Ouais. Moi, je suis capable de gagner la Coupe cette année parce que dans mon modèle d'affaires, je suis un gagnant. Puis mets-toi à la place de ce gars-là. Moi, je dirais à ce gars-là, Québec, là, t'attends. Parce que les fans, là, vont dire de quoi, vont triper sur toi. Ils vont remplir ton building. Les gens vont venir des Maritimes, vont venir de Chicoutimi, ils vont venir du nord du Québec. Moi, quand j'étais ticu, là, à Hull, là, je me promenais, là, puis dans un bloc appartement, tu avais des drapeaux des Nordiques, tu avais des drapeaux du Canadien partout. Pourtant, est-ce qu'on était loin de Québec? Mais on était loin de Québec. Québec, c'était à 5 heures, 4h30, 5 heures de Hull, mais le monde tripait nordique pareil. C'est une passion. Puis les gens sont passionnés de la game. Trouve-moi un autre endroit en Amérique du Nord, qui n'a pas d'équipe de hockey, mais avec autant de partisans passionnés. Trouve-moi-en un autre. Ben non, ça n'existe pas. Ben, il y en avait, puis ils ont rempli. Ils les ont ramenés à Ottawa, ils les ont ramenés à Winnipeg, ils les ont ramenés, tu sais. Mais c'est ça. Un autre, il n'y en a pas. Tous les marchés avec des vrais partisans sont exploités présentement. La Ligue nationale va dire Québec est un petit marché. On va comme Michael Andlauer, qui est propriétaire des Sénateurs, m'a dit en entrevue au début de la saison. C'est quoi la différence entre Ottawa, Winnipeg et Québec? Il n'y en a pas. Ouais, c'est la même affaire. Ouais. Si Winnipeg et Ottawa peuvent avoir une équipe de hockey de la Ligue nationale, Québec a déjà son... Tu n'es même pas obligé de dire « Hey, pouvez-vous me donner un building? » Tu n'es même pas obligé de quêter personne. Il est là. Ouais. Il t'attend. C'est ça l'avantage. On part un GoFundMe. On part un GoFundMe, François, puis on commence à mettre de l'argent pour embarquer dans le groupe Renaud, directeur général. Ben oui, pourquoi pas. Hey, mais Renaud, sur ça, écoute, un gros merci de ton passage. C'est merci à vous. Écoute, on a fait bien plus de temps qu'on s'attendait. On a des choses à dire, hein? Ben, t'es super intéressant. T'as de la jasette, c'est le fun. Plein de sujets, on a couvert. Hein? Ça a été vraiment intéressant. Très généreux. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Toujours un plaisir de venir vous voir. On a humanisé la personne derrière la télé. Absolument. G-Wiz. C'est à cause de toi, François. Ouais. Alors, mais tu sais, pour vrai, je veux dire, à quelles circonstances que j'aurais été jasé avec Renaud? On est très chanceux. Puis en plus, il a fait de la route, il s'est déplacé à 3 heures. À la Maison des Lions, il est rendu full patch. Même pas dépensé de pétrole en plus. Hein? Et voilà. Ça, en char électrique. Écoute. On va lui donner une page GVP. Il est parfait, le gars, il est parfait. Un gros merci. Ça fait plaisir. Écoute, c'est excellent. Écoute, les étoiles étaient alignées pour qu'on finisse le podcast, François. Merci beaucoup. Merci. Merci, François. Merci de l'invitation. Merci, Ben. À la prochaine.